Il a été champion d'Europe U19 avec l'équipe de France. Il a joué à l'Olympique Lyonnais. Il a côtoyé les plus grands joueurs du Grand Olympique Lyonnais. Il est ensuite parti au Rangers FC en Écosse. Il joue encore au football actuellement. On retrouve Sébastien Faure aujourd'hui. Merci à toi Sébastien d'être là. Bonjour à tous, c'est les gars du foot. Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Faure. Vous le savez, pour notre première interview qu'on vous tease depuis quelques semaines. Les interviews, vous le savez, c'est le format qu'on apprécie le plus sur cette chaîne. Le format qui sera le plus travaillé. Aujourd'hui, on est au Copster Groupama Stadium Lyon. Et on les remercie chaleureusement pour l'accueil. Donc on les remercie. Vous avez leur lien et leur nom en description. Ça s'affiche également à l'écran. Et c'est parti pour la vidéo. Bon Seb, parle-nous un peu de ton enfance, de ta famille et quel enfant étais-tu? Je viens d'un petit village qui s'appelle Cailloux-sur-Fontaine, qui est à côté pas très loin de Lyon, à une vingtaine de minutes de Lyon. J'ai joué 8 années là-bas en formation avec les jeunes, donc jusqu'à la catégorie U13, avant de partir à l'Olympique Lyonnais. J'étais un enfant, j'avais envie de bouger tout le temps, H24, de faire beaucoup de sport. Je faisais aussi du tennis en parallèle. Je jouais beaucoup avec mon frère au foot, avec ses potes, avec mes potes. Donc on était tout le temps en train de bouger. Oui. Donc j'avais une grosse activité et j'avais la chance aussi d'être plutôt grand très vite. Et donc j'étais, on va dire que en catégorie de jeunes, un petit peu au-dessus de la moyenne physiquement, qui a fait que après l'OL a pu me repérer, ouais. Très bien, très bien. Et donc, qu'est-ce que c'est tes parents, par exemple? Parle-nous un peu plus de ta famille. Dans quel cadre familial as-tu grandi? Et surtout, comment aussi tu es arrivé au football? Parce que tu dis que tu en as pratiqué pendant 8 ans, mais comment es-tu arrivé au football au début? Mon père a poussé. Une belle anecdote, c'est que l'année d'avant, en fait, ma mère m'amène pour le premier entraînement, ça devait être à 5 ans, et je m'étais enfermé dans la voiture, parce que j'étais plutôt quelqu'un aussi de timide, donc en voyant tous ces gens, ça m'avait fait peur vraiment, et j'étais reparti dans la voiture, donc une année en fait sans foot, et l'année d'après, c'est le papa qui m'a amené, et là j'ai pas eu le choix, donc je suis resté sur le terrain, il est resté tout l'entraînement, et il a bien fait, parce que après... j'ai pu en faire mon métier, donc c'était super cool. Et sinon, voilà, une famille très très aimante avec des parents formidables. J'ai eu la chance de vivre dans une belle maison à Cailloux-sur-Fontaine, avec un grand jardin. Donc comme je répète, on a pu jouer pas mal de fois. Et ma mère m'a suivi de partout. Surtout tous les week-ends. Mon père bossait pas mal les samedis et aussi les dimanches, donc il avait plus de mal. Mais c'est vrai que ma mère était tout le temps là, presque à tous les matchs, et même elle se faisait un petit peu titiller par les autres papas, parce qu'en plus elle m'appelait mon gros bébé, voilà, jusqu'à mes 9-10 ans. Mais c'est vrai qu'elle m'a tout le temps suivi tous les samedis pour venir me voir jouer. Donc je pense que c'est important d'avoir ses parents à côté, ouais. Super. Et en dehors de ça, comment décrirais-tu toi ta mentalité? Et autre question donc qui va avec peut-être, qui était ton joueur préféré en foot? J'ai jamais eu vraiment de joueur préféré ou de grande star ou d'icône en fait. J'étais supporter fanatique de l'Olympique Lyonnais vraiment, avec mon frère, avec mon père. Oui, il était dans la région. Oui, voilà, j'étais dans la région. Mon grand-père avait joué dans les années 50-60. Alors c'était le FCL à l'époque, avant que ça s'appelait l'OL, voilà. Donc il avait aussi eu un bon niveau. Puis on a toujours baigné, la famille a toujours baigné dans le foot. Mon père a joué aussi 20 ans au niveau amateur. Et on a toujours aimé ça. Et moi j'ai un tempérament plutôt de guerrier, de gagnant, pas de feu follet en fait. Moi c'était la victoire. J'avais envie que l'équipe progresse et c'est ce qui a fait ma force tout au long de mon parcours en fait, c'est que j'avais pas vraiment de qualité de fou. Mais j'avais un mental énorme et je me suis toujours accroché.
même quand j'ai dû aller des fois, par exemple, quand j'ai signé à l'OL à 13 ans, je suis arrivé dans un club où il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi. Ouais. Et je suis arrivé avec ma mentalité à arriver à Gravir les échelons. Ouais. exactement, et que le niveau il se régresse en fait, voilà. D'accord, donc en fait, t'étais très structuré mentalement comme joueur. Ouais, exactement. Des petits, t'as su vraiment. Ouais, des petits, et puis des petits, j'ai joué derrière en fait. J'étais derrière des 5-6 ans, C'était ton derrière. c'était mon poste et j'ai pas bougé. Alors j'ai fait quelques piges des fois, dont Rangers à droite et puis en numéro 6 devant la défense. Mais sinon, ouais, j'ai toujours joué derrière. C'est ce que j'aimais, défendre. Voilà, j'ai marqué beaucoup de buts en jeu, mais c'était pas moi ce que je voulais, c'était défendre et pas en prendre. Ouais. Donc justement, tu nous parles de ton enfance jusqu'au jour où beaucoup d'enfants rêvent d'avoir ce parcours. T'arrives au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée au centre de formation de l'OL et surtout de tes premiers contacts avec le centre de formation de l'OL jusqu'à ton premier jour? Voilà. Vraiment ton arrivée. En fait, j'avais déjà, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme j'étais un petit peu physiquement au-dessus des autres, il m'avait déjà repéré à 8-9 ans. Donc j'avais déjà fait une détection de 2 après-midi un mercredi à la Plaine des Jeux. Il repérait les meilleurs joueurs de la région qui jouaient pas encore à l'OL, parce que moi j'étais vraiment dans un petit club, j'étais pas au Casco-Moulin ou à Saint-Priest ou à Villefranche, les gros clubs partenaires de la région. Et en fait, à partir donc à 13 ans, on a la coupe interdistrict où t'as les meilleurs joueurs de département qui jouent ensemble, donc le Rhône, la Loire, etc. Oui. Et moi, j'ai gravi tous les échelons, pardon. Je suis parti vraiment du plus bas, donc de la première détection avec mon club de Cailloux, donc Domsaune, avec Caluire, Cailloux, Couzon, Neuville, etc. Jusqu'à arriver 4, 5 détections après, c'était à Saint-Gilles-Laval, où là, t'as les joueurs de l'OL, tous les joueurs de l'OL, même sans compter leur niveau, qui s'introduisent, qui viennent avec nous, avec certains joueurs du Cascol, de Villefranche et Saint-Priest. D'accord, très bien. Et en fait, c'était pour Pâques, c'était au mois d'avril. En quelle année on est Et là, on est en 2004. D'accord. On est en 2004, j'ai 13 ans. Et nous, j'avais 5 ans et Vivien avait 6 ans. Ah ouais, ça. C'était mon rêve, moi. C'était un croisé. C'était il y a plus de 20 ans. Et en fait, donc là, on fait un stage vraiment de 4 jours. On dort là-bas. On reste pendant 4 jours ensemble, avec des entraînements le matin et des oppositions l'après-midi. Et là, il paraît que j'ai crevé l'écran. Donc en fait, il y avait pas mal de recruteurs, dont l'entraîneur des U14 de l'époque. Alors c'était 14 ans fédéraux à l'époque, Fabrice Messon, qui était venu. D'accord. Et en fait, j'avais des contacts très avancés avec Villefranche. Et l'OL sont venus parler à mon coach de l'époque. Et j'ai fait 1 à 2 mercredis avec eux. Et au bout du 2e, donc Gérard Bonneau appelle mon papa et lui dit que ils sont plus qu'intéressés et surtout qu'ils aimeraient me prendre pour l'année d'après. Incroyable. Et comment réagissent tes parents par rapport à ça? Alors j'ai le souvenir, j'entrais du collège, j'arrive et j'ouvre la porte et mon père il me dit je viens d'avoir Gérard Bonneau, et je fais d'accord. Et puis je commence à avoir des petits sons, et je lui dis alors qu'est-ce qu'il t'a dit, parce que je savais que ça s'était plutôt bien passé, mais on sait jamais comment eux réagissaient. C'est clair. Ils me disent ils veulent te prendre et l'année prochaine tu joueras à l'OL. Wow. Incroyable. Justement. Et sur le coup, on ne croit pas, et je m'en souviens d'avoir fait 2 tours de la maison et de me dire putain, je vais jouer à l'OL. C'est incroyable pour un supporter en fait, pour un supporter et quelqu'un qui aime le club vraiment, te dire que tu vas jouer pour ce club-là, alors surtout les années 2004-2005, c'est ça, c'était le club, il commençait à tout gagner. Le prime, Tu te dis, mais au début, tu te dis, même dans ta tête, parce que c'est pas que j'avais pas vraiment confiance en moi, mais j'ai jamais eu une confiance folle et je suis toujours allé chercher les choses. Et je me suis dit, je vais peut-être, je vais faire 1 an, on verra. Et je pensais pas avoir ce parcours-là. Très bien. Et justement, ton premier jour, ton arrivée au centre, est-ce que tu te rappelles le premier jour au centre? Après, on va aborder notamment avec la prochaine question de Vivien, le centre en général, quand tu y étais, mais ton premier jour au centre, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais peur d'arriver? Ouais, un petit peu de pression. C'est normal, hein. Un petit gars de Cailloux, alors grand en taille, mais un petit gars de Cailloux qui arrive
qui arrive à l'Olympique Lyonnais à Tola-Vologe de l'époque, où tout, voilà, c'était un rêve, hein, Tola-Vologe à pleine des jeux pour nous. Et je m'en souviens très bien parce que le premier jour, la première journée, on arrive, c'était pour récupérer nos équipements. Donc là, c'était déjà un truc de fou, récupérer les équipements. Tu rentres dans le club. C'était Gérard Drovet qui s'occupait de ça, que tous les anciens joueurs de l'OL ont connu au centre de formation. Et on arrive, donc c'était derrière le parking, en fait, c'était là où il y avait tous les équipements. C'est derrière le parking des pros. Et je m'en souviens du père à Enzo Real qui arrive et qui me fait ah Seb et tout, c'est toi et tout. Alors que moi c'est Alain Real, hein, mais c'est Real avec un E, hein, comme le Real Madrid mais avec un E. Donc ça m'a marqué. Et super adorable. Et après je récupère les équipements avec c'était ma mère qui était avec moi. On rentre à la maison et je m'en souviens qu'on pose tous les équipements sur le lit et on fait ça y est. On est dedans. Ça y est, on est dedans et l'émotion. Et surtout, trois paires à la Caillou, on s'entraînait avec les maillots de l'OL, avec les maillots d'Arsenal, n'importe qui. Et on arrive, 3 paires de chaussettes, 3 shirts, 3 pulls, le survêt d'entraînement, le survêt de match, etc. C'est déjà, même à 13-14 ans, pour nous, c'est déjà un moment, en fait. C'est fou. Parce qu'il faut bien resituer. L'OL a toujours été un immense club formateur. Mais là, c'était les plus belles années de l'OL. L'OL commençait à vraiment gagner. C'était vraiment... Oui, puis on commence à parler du centre de formation quand même pas mal. Bien sûr. 2004, 2005, 2006. Donc, c'est un peu le prime à ce moment-là. Donc, c'est... Pour les jeunes, l'OL, c'était le club où on voulait être formé en France. Ah, clairement, ouais, c'était vraiment pas mal de joueurs venaient de sortir, déjà du centre, et puis après, ça enchaînait avec beaucoup de grands noms. Qu'est-ce qui te passe par la tête là quand je te dis maintenant parle-moi de ton centre de formation, tes amitiés, tes vestiaires, tes coachs, la concurrence Des frissons que j'ai là à ce moment-là dans mon corps, parce que c'est des choses en fait, c'est unique, c'est des choses uniques qu'on va vivre dans une vie en fait, et on se crée des liens d'amitié avec beaucoup de personnes, parce qu'en fait ce que j'expliquais souvent c'est que ce qu'on vit au centre de formation, le collègue, le coéquipier le vit aussi, donc on sait ce qu'il ressent et c'est bien parce qu'il y a plein de choses, c'est très complexe, c'est très dur psychologiquement, dans la performance et surtout à l'Olympique Lyonnais. C'est que nous, faut le dire à l'époque, donc quand je suis arrivé, c'était Alain Olliot qui était directeur du centre de formation et c'était la gagne à tout prix en fait. On n'avait pas le droit de perdre, on n'avait même pas le droit de faire de match nul, on avait l'écusson de l'OL. Ouais, c'est ça. Et en fait, sur le maillot, il fallait gagner tous les matchs, il fallait être bon, il fallait être performant, et il fallait aussi dégager une belle image du club. Fallait pas gagner n'importe comment, fallait gagner avec la manière. Ouais, avec la manière, et surtout, dégager une belle image du club en dehors quand on se déplaçait dans les autres villes, dans les autres clubs, dans les autres centres de formation. On a eu des gros matchs. À l'époque, c'était j'aime bien quand je dis à l'époque, on dirait qu'on fait 50 ans, mais à l'époque, les photos étaient carrées. Mais c'est vrai que c'était Metz, Auxerre, Sochaux et gros centres de formation contre qui on a fait des gros matchs sur mes 8 ans à l'OL. Donc et tu connaissais un peu des ados, d'autres ados, enfin il y avait des têtes, non pas du tout, c'est ça. Alors je les connaissais de avril. En fait, j'ai fait le stage donc avec eux du mois d'avril. Ah oui. Donc, les 4 jours, c'est ça? C'était les 4 jours en avril, et après on en avait refait un donc début août, mais là officiellement j'étais déjà à l'Olympique Lyonnais. Donc oui, je m'en souviens. Oui, je me souvenais de Lacazette, de Taffer, de Grenier, de Real, Chris Saucette, Salamanche, Chavalrin, tout. Je me souvenais des tests qu'on avait passé 4 jours ensemble. Alex Lacazette avec ses 13, voilà. On sait tout de suite, donc. Dis-nous pour ceux qui connaissent pas forcément toutes les générations de l'OL, cite-nous quelques noms comme tu viens de le faire de ta génération, de ceux qui étaient en centre de formation avec toi. On a eu de la chance, nous, c'est vrai que les 91, on était une très belle génération. Le pourquoi du comment, on était toujours entre 4 et 7 sélectionnés en équipe de France de jeunes. Et Alexandre Lacazette, Clément Grenier, Yannis Taffer, Enzo Real, Xavier Chavalrin, Thomas Fontaine. Oui. C'est des beaux noms. Ouais, on avait des beaux joueurs avec et puis d'autres joueurs qui ont fait aussi des petites carrières ou qui sont restés aussi en régional, ou Mathieu Salaman qui joue avec le futsal à l'OL aussi. D'accord. Donc non, il y avait
peut-être que j'en oublie, bien sûr. Mais, Bien sûr, voilà, forcément, pas de c'est, souci. Très bien. Et alors, il est non pour le grand public, pour qu'ils s'en souviennent. Ouais. bien sûr, c'est le but de la question, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous raconter, rapidement, mais quand même nous raconter un peu, une journée type de centre de formation? Parce que c'est vrai que... Plutôt une semaine, je veux dire. Allez, c'est pas de Plutôt une souci. semaine. Une semaine, raconte-nous voilà, un axe de temps type, parce que pour toi, c'est assez clair ce que tu y as été, mais pour nous, et la plupart des gens qui regardent la vidéo n'y ont jamais été, on a du mal à se le représenter. C'est très costaud. C'est vraiment très costaud. C'est quelque chose. On en reparle souvent quand on se revoit, les anciens, comme on dit, et on se dit on pourrait plus le faire ou différemment. Ouais. Parce que c'est un rythme quand même très très. Quand vous êtes ado, donc, vous êtes plus enfin, c'est plus facile pour vous de supporter ça qu'adulte, tu veux dire? Voilà. le rythme et en fait surtout qu'en fait on n'avait pas le choix. Parce Oui, qu'on était dedans, on était dans le mood et on était dans le mood physiquement, psychologiquement, Ouais, pression mentale aussi. avec les études. Donc la semaine type, parce que la semaine c'est encore plus posé pour le public, c'est que donc le lundi matin on arrive, on part déjà. Moi je partais de la maison, il était 7h, je prenais le bus ou sinon mon père pouvait m'amener aussi. Donc on partait à 7h, on avait lycée de 8h à midi, la pause de midi à 13h. Lycée de 13h à 16h, la navette qui venait nous chercher au lycée Frédéric Faïs à Villeurbanne. On commençait l'entraînement à 16h30, 16h45 jusqu'à 18h, 18h30. On prenait la douche, on rentrait à la maison. Donc moi, comme j'étais du coin, je rentrais chez moi. D'accord. Alors parce que ceux qui étaient au centre, c'était une journée différente. Moi, je rentrais chez moi, donc j'avais presque encore 3/4 d'heure, 1 heure de trajet. Du trajet en plus, ouais. Ou en voiture ou en transport en commun. Et j'arrivais à la maison, il était bien 7h, 7h30, donc, Des grosses journées. Une journée de 7h du matin à 7h du soir. exactement, ouais. Et il fallait, il y avait les devoirs, on essayait de tenir les devoirs encore, à l'époque. et puis surtout, fallait manger, et puis il fallait se reposer. Le mardi, on avait entraînement le matin. D'accord. Donc c'était aménagé par rapport C'était aménagé, voilà, c'est par rapport en fait, le lycée est sur 4 ans. Au lieu d'être sur 3 ans, donc c'est aménagé. Le matin, donc entraînement c'était à 9h, donc de 9h à 10h30. On prenait la navette, on allait manger au lycée. On avait 3 heures de cours l'après-midi, on reprenait la navette, on repartait s'entraîner l'après-midi. On avait 2 entraînements ce jour-ci. Et c'était une navette dédiée de l'OL. C'était une navette dédiée. Ouais. Et donc prenait devant le lycée, et il y avait que les joueurs de l'OL, et elle nous amenait directement à Tola-Vologe ou à la Plaine des Jeux. Donc ça, c'était le mardi. Le mercredi, pas de cours, entraînement le matin et l'après-midi. Donc pareil, c'est un peu plus tard le matin à 10h et l'après-midi à 16h30. Ouais, donc là, en 24 heures, du mardi au mercredi, t'as 3 entraînements, quoi. 4 entraînements. Du mardi matin au mercredi après-midi, Ouais, c'est 4 entraînements. Ouais. Ah, ça fait Avec des séances en plus de force-puissance, de vitesse, de fractionné, là, etc. ça change totalement de ce que t'as connu jusqu'à Voilà, ça va. C'est pas quand tu joues dans un petit club où t'as un entraînement par semaine et un match. Ouais, normalement, c'est 2, par exemple. Oui. La dernière année à Cailloux, j'en avais 2. Alors là, je parle du centre de formation. Parce que quand je suis arrivé en pré-formation, on avait 4 ou 5 entraînements. Ça dépendait, parce qu'on n'avait pas encore les entraînements le mercredi. On avait que les entraînements le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir. Là, c'est vraiment une journée typique au centre de formation. D'accord, ok. Donc ça, c'était jusqu'au mercredi soir. Après le jeudi, donc lycée à 8h, de 8h jusqu'à 16h, et après entraînement le soir. Le vendredi, la même chose. Lycée de 8h jusqu'à 16h, entraînement le soir. Et puis le match ou le samedi ou le dimanche. Et si on avait match le dimanche, ça peut arriver, on avait aussi entraînement le samedi matin. Oui, d'accord. Donc en fait, sur les semaines où tu as match le dimanche, tu n'avais aucune journée off. Non, et on pouvait arriver presque à 7 voire 8 entraînements. Même si le jeudi les entraînements étaient plus light, un peu comme en professionnel ou même dans toute catégorie, ou 2 jours avant match c'est un petit peu plus light quand on s'entraîne. Pour pas tirer dans les réserves. Exactement. Et souvent quand on avait des grosses semaines et qu'on jouait le dimanche, on peut avoir le lundi aussi de repos. Voilà. Parce que sinon et c'était des semaines comme ça, je les ai vues pendant 4-5 ans, ouais. Donc c'est des semaines très dynamiques. L'amplitude horaire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tous les jours de 7h à 7h. En fait, ça te fait une journée que les adultes connaissent à 14 ans, quoi. Oui, puis surtout tu mets dedans beaucoup d'entraînement, de physiquement. On va dire que ton cerveau il marche pour les études, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Puis mine de rien, t'es super content, t'es à l'entraînement et tout, tu rentres dans l'entraînement, paf, les devoirs. Les devoirs, oui, et puis non, c'est des rythmes. C'est des rythmes très costauds. Ouais, c'est incroyable.
Et du coup, c'est donc comme on l'a dit, c'est l'époque du grand OL, du grand Olympique Lyonnais, et avec le centre de formation, du coup, on a dit qui arrive à son apogée, qui arrive à son prime. Tu peux nous dire quoi par rapport à ça Par rapport au grand OL. Ouais, par rapport au grand, enfin, comme on a dit, tu mets les pieds dans une machine, quoi. Oui, c'est le plus grand club de France de l'époque, voire européen, parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, pour moi, on avait pendant 2-3 ans presque la meilleure équipe d'Europe en 2004-2005. Ouais, c'est Real Madrid United et et encore quand l'OL se fait éliminer par le PSV. Ouais, c'est ce que je veux dire, le penalty. Et puis l'Inter Milan à la dernière minute. Je pense qu'on avait la meilleure équipe d'Europe. Je pense que l'OL avait vraiment les meilleurs joueurs au poste d'Europe. Et nous, comme je le répète, mais c'est vrai que c'était une fierté pour nous. Et surtout, on avait un devoir de victoire, d'être plutôt bon sur le terrain et puis de donner une belle image en fait quand on jouait à la maison à Tola-Boulogne, à la Plaine des Jeux, et quand on allait faire les matchs à l'extérieur, parce qu'on était en fait, même en jeune, on était l'équipe à battre. Et les gens commençaient un peu à jalouser le club, à jalouser le président Olas, parce que il y en a qui ne l'aimaient pas beaucoup, donc c'était on avait des fois quand on allait à l'extérieur, on s'était un petit peu hostile, on va dire, parce que tout le monde voulait se taper l'OL. C'était l'équipe à battre. Que tu sois en U12 ou en professionnel, tout le monde voulait se taper l'Olympique Lyonnais c'est fou, ça. pendant ces 3-4 ans. Voilà. Bon, on diverge un peu, c'est pas marqué comme question, mais vu que tu en parles, quelle relation tu avais avec ce grand homme, cet immense président qui a été Jean-Michel Aulas? T'as forcément échangé avec lui. Quelle relation as-tu? Aujourd'hui, là, on est donc au Copster Hotel Groupama Stadium Lyon. Le Groupama Stadium, il est à 50 mètres. On a la DLC Arena, on a tout cet OL Valley de l'Olympique Lyonnais. Voilà, qui a été lancé, mis et sorti de terre sous la présidence de Jean-Michel Aulas. Il avait une vision, bien sûr, exceptionnelle. Voilà, bon, même si la fin s'est pas terminée comme lui et comme tout le monde l'espérait, je pense, il a fait des choses exceptionnelles, notamment à ton époque. Bien sûr. Donc, que peux-tu nous en dire? Quelle relation avais-tu avec lui? Pour moi, c'est un très grand homme, parce qu'il a fait des choses exceptionnelles avec ce qu'il avait au départ. Faut s'imaginer qu'il a pris le club en Division 2. Ouais. Il l'a fait monter. Il lui a fait gagner les 7 titres de champion de France, presque plus de 15 ans, je crois, en Coupe d'Europe d'affilée. Ouais, c'est ça. Et puis le stade, c'est presque son stade. Il a toujours rêvé d'avoir eu un stade comme ça. Personnellement, avec lui, des relations juste professionnelles, parce que quand je suis arrivé dans le groupe pro, j'étais très jeune, donc on se disait bonjour cordialement, mais j'ai pas eu vraiment de discussion avec Monsieur Aulas. Mais oui, c'est alors après, c'est comme toute personne qui réussit. Il y a eu beaucoup de critiques, mais ce qu'il a fait pour ce club en parlant de football, en tant que supporter lyonnais, moi l'OL a commencé à gagner, c'est dans mon adolescence, entre mes 10 et 20 ans, et pour nous, là, c'était un exemple, vraiment un exemple, et il a toujours protégé son club, quoi qu'il arrive, quand même ça se passait moins bien, ça on peut pas lui reprocher, et il a son club, c'est vrai que pour certaines personnes, même je pense qu'actuellement, on parle alors il est plus président de l'Olympique Lyonnais, mais on parle de l'Olympique Lyonnais, c'est le club de Monsieur Aulas. Et ça restera longtemps. L'image de l'homme, elle est passée. C'est vraiment. Il y a sa patte dans le. Voilà, c'est ça. Oui, et puis il a fait des choses même pour le football français avec à la Fédé, à la LFP, par rapport à et puis aussi pour le football féminin, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. Avec Monsieur Nicolas Montpellier, dès 2005-2006, il a voulu créer cette équipe féminine. C'était un visionnaire pour ça. Exactement. C'était un visionnaire dans toute sa vie. Ouais, dans toute sa vie, c'est ça. Bon, Seb, en parallèle de toutes ces années au centre de formation de l'OL, tu as été régulièrement convoqué et appelé en équipe de France de jeunes. Pourrais-tu nous raconter un peu tout ça, mais en t'arrêtant avant l'Euro U19 en 2010? On racontera cette épopée après. D'accord. Ça va être long, hein. Essaye de raccourcir un peu. Un petit peu comme l'OL. C'est vrai que j'ai eu la chance de signer dans mon club de cœur, l'Olympique Lyonnais, et de jouer pour mon pays. Et c'est vrai que c'est encore une plus grosse fierté de pouvoir jouer et défendre les couleurs de son pays à n'importe quel âge. Ça m'a permis aussi de voir ce qui se passait dans le monde, parce que j'ai eu la chance de voyager énormément avec toutes ces sélections pendant
pendant ces 4 années. C'est immense pour un jeune. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Et comme j'expliquais, je raconte souvent, c'est que à 20 ans, j'ai eu la chance de voyager, de faire des choses que beaucoup de personnes dans leur vie ne vont pas faire. Et c'est vrai que c'est une chance que le foot nous a donné, et de voir aussi des choses avec nos yeux, quand on part au Pérou, quand on part à Bogota, quand on part en Albanie aussi, ou même au fin fond de la Turquie, Antalya, dans les petits bleds. C'est ça, des choses positives comme des choses un peu négatives. À 17-18 ans, on peut se rendre compte qu'on est content d'être né en France et de vivre en France, sur pas mal de sujets. Tu vis des choses qui sont en plus qui te font grandir en tant que Donc c'est super. Après, l'équipe de France, j'ai eu la chance, 45 sélections quand même, donc c'est... De quelle catégorie à quelle Alors de catégorie? U17 à U20. Donc U17, U18, U19, U20, et j'ai eu la chance de faire donc 2 championnats d'Europe en U17 et U19, et la Coupe du Monde U20 à Bogota en Colombie. Et c'est pareil, c'est qu'à chaque fois qu'on se déplaçait en fait avec le coq, donc on représentait la France. Et on devait être digne, et surtout de montrer de très belles choses sur et en dehors du terrain. Et on a eu la chance d'avoir aussi une génération de malades. Il y avait les joueurs de l'OL que j'ai cités auparavant, exactement. Plus Antoine Griezmann, Gaël Kakuta, Gilles Sounou, Gueda Fofana, Francis Coquelin, Chris Mavinga, Lokinego, Kolo Zediak. Ça fait une génération. On avait une grosse génération, et on a eu la chance de jouer la finale U17 à Antalya en Turquie en 2008. Malheureusement, on perd contre l'Espagne de Thiago Alcantara, Marc Bartra, Pulido, puis j'en oublie sûrement. Et on a notre revanche 2 ans après à Caen, chez nous en France. En plus, on passe après cet épisode Naïsna en 2010. Ah oui, donc on passe. Pour regagner aussi un peu le cœur des Français. Exactement. Et on y est arrivé en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on y est arrivé parce que nous, on fait toute notre préparation du championnat d'Europe qui se déroulait, je m'en souviens, parce que c'est des dates exactes, du 18 juillet au 20 juillet, c'est marqué. Et en fait, on fait notre préparation, on reprend le 15 juin, donc du 15 juin au 15 juillet, c'est l'époque de la Coupe du Monde. Et cet épisode Naïsna, donc c'est qui se passe. Parce que même vous regardiez les. Nous, on était ensemble, on a fait un stage à Clairefontaine, un stage à Dinard, et on était tout le temps ensemble, en fait. Ah oui, d'accord. Et cet épisode Naïsna, c'était même dur pour nous, parce qu'on savait qu'on allait jouer en France, bien sûr. même pas 5-10 jours après, devant notre public, et on est arrivé en fait à réouvrir les cœurs des Français avec le foot français, et ça s'est super bien passé. Justement, raconte-nous cette épopée vraiment, je pense qu'il t'a marqué pour toute ta vie. Oui, clairement, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Est-ce que tu te rappelles du 11 de la finale avec qui était tes coéquipiers à ce moment-là? Oui, c'est possible. Après, c'est pas. Alors, je pars sur le 11. On travaille la mémoire. Alors, c'était Abdou Diallo dans les cages, qui était formé à Rennes. Donc, Timo Kolo à gauche. Timothée Kolo Zezak à gauche. Chris Mavinga avec moi dans l'axe. Lokinego à droite. Au milieu, c'était donc Francis Coquelin et Gueda Fofana. À droite, Gilles Sounou. À gauche, je crois que c'était Grisou, Antoine Griezmann. Devant, j'ai un doute, c'était Cédric Bakambu ou Montaf, Yanis Taffer. Je crois que c'était Cédric qui avait débuté, et Gaël Kakuta en numéro 10. Okay. Voilà. Et Clément Grenier est entré, la case a été entrée, parce que c'est Alex qui met le but de la victoire à la 85e. C'est ça. Et le coach, paix à son âme, c'est Francis Meriki, qui est parti il y a pas si longtemps que ça. À qui tu tiens beaucoup, hein. Oui, parce que, en fait, comme je le dis, c'est une carrière de footballeur. Alors, si on a un bon niveau, ou si on va faire carrière, mais des fois, ça se joue aussi au choix du coach, parce qu'on peut être vraiment en totale égalité avec le joueur qui joue à notre place, et c'est le coach qui va peut-être décider de te mettre ou pas. Et moi, je sais que Smeriki, oui, il m'appréciait beaucoup. Alors, les premières sélections, j'ai été très bon. Donc ça a joué aussi, mais peut-être que si ça avait été un autre coach, peut-être que j'en aurais fait peut-être que 10, que 15, peut-être que 20. C'est ça, il y a la relation humaine. Et on avait une relation, il comptait vraiment sur moi, parce que j'en parle aussi souvent, c'est qu'avec Gueda Fofana et Jules Sounou, on était un peu les papas de cette génération.
Parce qu'on en avait, voilà, fallait les tenir, 17, 18, 19 ans, on est même pas des adultes, on est des jeunes adultes, voire, on est vraiment en fin d'adolescence. Bien sûr. Et nous, on était là, c'est vraiment ces cadres du vestiaire, et surtout, on a vécu des choses, longtemps énormes, dans les hôtels, dans les avions, les aéroports. Faut s'imaginer qu'on partait 10, 15 jours et on était H24 ensemble. Donc, il fallait, c'était vraiment une vie de famille, et pendant 4 ans. Donc, on se connaissait presque par cœur. Moi, j'ai fait 4 ans en chambre commune avec Yannis Taffer. C'est comme mon frère, en fait. Vraiment, parce qu'on crée à droite, t'avais Antoine Griezmann, à gauche, t'avais Lacazette, en face, t'avais Francis Toclin. T'imagines ce groupe avec ce groupe, non, c'est sûr. Justement, on parle souvent avec les pros, notamment, quand ils gagnent quelque chose, par exemple, les Coupes du Monde, etc., ils restent liés à vie. Est-ce que vous êtes resté, pareil, lié à vie, avec cette génération? On essaye à des moments de rester en contact, mais après, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très complexe parce qu'on est très jeunes, et après, chacun part dans divers horizons, trajectoires de fou. Et à différents niveaux. Et à différents Antoine niveaux. Griezmann, toi, Yannis Taffer, Gueda Fofana. Bien vous sûr. avez tous eu des belles histoires, mais totalement différentes, ouais, exactement, ouais. Et mais c'est vrai qu'on en avait reparlé avec Enzo Real il y a pas longtemps, et on aimerait on fait un match, il y a un match de gala qu'on fait pour le tournoi Fontanelle au mois de juin là, le vendredi. On essaye d'avoir quelques joueurs, mais on aimerait vraiment pouvoir dans pas longtemps essayer de faire venir toute cette génération. Stop, quelqu'un à la buvette. Je suis ton homme. Pour la buvette, c'est parfait, ouais. Et on aimerait, essayer de se retrouver tous ensemble, parce que c'est vrai que c'est des super souvenirs, ouais. Pas que le championnat d'Europe, mais bien sûr. même avec la Coupe du Monde après, c'est des souvenirs de fou, ouais. Et alors, raconte-nous rapidement ce match, cette finale, championnat d'Europe. Et en fait, on perd 4-0 il y a 2 ans. 2 ans avant, contre l'Espagne, la même équipe. Thiago Alcantara, etc. Et là, c'était une belle revanche chez nous. Surtout qu'on fait un super parcours. On gagne contre les Pays-Bas, on gagne contre l'Autriche. Je crois qu'on fait nul contre l'Angleterre et on gagne 2-1 contre la Croatie en demi. Et c'était un championnat d'Europe très très relevé. Et là, on joue l'Espagne en finale, donc le match rêvé pour nous. Et je pense qu'on se met beaucoup de pression avant le match et sur le début du match, avec une ambiance de fou. Moi, j'ai un souvenir, je m'y vois encore, on rentre. On était où, là, physiquement? C'était au Stade d'Ornano, à Caen. Oui, C'était ça se passait, dans le Calvados. C'était super beau, parce qu'il y avait des matchs à Bayeux aussi, à Caen, à Bayeux. Puis on avait fait aussi la côte du débarquement de Normandie, etc. Et là, je pense qu'on se met beaucoup de pression, on fait une première mi-temps compliquée. On n'arrive pas on est bridé un petit peu, on arrive pris un peu par l'enjeu, et puis l'Espagne, très bonne équipe. Donc tout de suite. De toute façon, l'Espagne en jeune, ça a toujours été, tout de suite, t'es un peu moins bon, un peu bridé, avec un peu de pression, compliqué. On perd 1-0, mais on a la chance de perdre 15-0. Oui. Et pareil, anecdote, on rentre au vestiaire. Monsieur, Francis Mériqui, nous dit 2-3 choses. Et je m'en souviens avec Gueda, avec 2-3, on se dit, allez, au bout de 6-7 minutes, on sort sur le terrain. Au lieu d'attendre la fin de la mi-temps. Ah, d'accord. Vous étiez... Mais en fait, là pour montrer que vous étiez l'attaque, on sort sur le terrain, on se met en rond, et pendant 5-6 minutes, on se dit, les gars, Vous parlez sur le terrain. on se regarde. Il y avait nos familles, il y avait 25 000 personnes, hein. Ah ouais. Drapeau bleu, blanc, rouge de partout, et puis comme je vous dis, c'est qu'on était arrivé sur ces 10 jours parce on parlait de nous dans les médias, sur Eurosport, dans l'équipe, etc. Que la France du foot, en fait, on est arrivé à redorer ce blason, en fait. Ouais, c'est beau, ça. Si, les gars, on n'a rien à perdre. Let's go. On va prendre des risques. On va faire pressing tout terrain. Alors que le coach, voulait pas ça absolument. C'était pas exactement sa tactique privilégiée. On se dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? De toute façon, on va en prendre 4 sans jouer. Donc, au moins, on va en prendre 4, peut-être en jouant. Mais vous allez voir, on se regardait, on va revenir. Et on va faire, personne nous voit gagnant. On va revenir et on va faire, entre guillemets, le petit exploit de perdre 1-0 à la mi-temps, d'être, et de remonter. Pas à la rue, mais compliqué, et de remonter. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, qui marque l'égalisation? On marque, Gilles Sounou marque l'égalisation sur un lob.
Ok. En plus, il marque assez tôt à la 50-55. Ah oui, vous revenez tout de suite, quoi. Et en fait, c'était c'était exceptionnel parce que je la connais par cœur le deuxième mi-temps. Je l'ai en tête parce que je l'ai revu, etc. Est-ce que tu vois le ballon au moment où tu contrôles dans l'axe? Ouais, je prends le jaune à un moment parce que je m'embrouille avec un petit espagnol. Mais la confiance a changé de camp, quoi. Ah, clairement. L'égalisation, là, ça a basculé. Clairement, et en fait, dès le début, on leur a montré qu'ils jouaient un petit peu, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ben, on leur a mis un pressing. Avec Chris Mavinga, on jouait à la ligne. Et on a eu 2-3 ballons, un peu tendu, ouais. Un peu tendu limite. Les ballons, à un moment, il passe à ça de la cage. À un moment, Abdou, il fait l'arrêt qu'il faut. Exactement. Et on égalise. Et là, ça change de camp. La confiance change de camp. Et le stade est avec nous. Et c'était super. Et 85e, Gueda, Alex. Et 85e, Yann Calcutta part en contre dans le camp adverse. Il élimine deux joueurs. Il frappe, c'est repoussé. Pas mal techniquement, hein, ouais, très bien. Un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Ouais, vraiment technique pure. Calcutta, techniquement, c'est Calcutta avec que j'ai pas cité, mais Yanis Salibur aussi, qui était formé aussi à Lille. C'était vraiment deux joueurs, techniquement, qui étaient vraiment. Donc là, Calcutta fait la différence. Calcutta fait la différence. Il frappe l'arrêt du gardien et puis après de son pied droit, il met un petit centre sur Alex Lacazette qui est tout seul au deuxième poteau, qui est pas son point fort, on va dire, surtout à l'époque, Alex Lacazette, et qui finit de la tête à bout portant. Et qui est rentré en plus, il n'est pas titulaire. Qui rentre en plus. Et là, je m'en souviens. Moi, j'ai un souvenir, et quand en plus on le voit à la vidéo, c'est que pour moi, le temps s'arrête. Vraiment. Au moment où il va mettre Au moment où Alex marque, en fait, et que, j'ai l'impression que le temps, il s'arrête et que c'est un rêve, en fait. Et il y a l'image où il marque le but, il vient sur le banc, et moi je le prends par derrière comme ça par le cou, et on voit, je le prends par le cou et je regarde en l'air comme si c'était pareil. Ouais, mais même dans une vraiment état second, voire. Justement, là, si tu parles de ça, dans toute ta carrière, est-ce que c'est top 3 des souvenirs? Ouais, je pense que c'est peut-être même top 1. Top 1 des souvenirs. Ouais, vraiment. Ouais, c'est fort. Vraiment, c'est vraiment le top 1 parce que c'est un moment figé en fait. C'est un moment qui est figé, pour moi, qui a été figé pendant 20, 30 secondes. Là, tu le revois exactement. Là. Ah, là, je me revois, là, clairement. Là. Je revois me regarder le panneau, et le panneau, il s'était trompé. Je croyais qu'il était là, le panneau. On voyait 82e, alors que c'était presque fini. On savait plus combien de temps il restait. Magnifique. Ah ouais, c'était... Quelle histoire. Et c'était beau. Et mon Seb, hein. Vous verrez sûrement des bons Seb dans la vidéo, parce que on s'apprécie beaucoup, et c'est vrai que c'est compliqué de toujours l'appeler Sébastien. Mon Seb, après ce sacre, ce magnifique sacre, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as été sollicité particulièrement? Parce qu'à ce moment-là, tu es en centre de formation à l'OM. T'es apparu dans le groupe pro, mais t'es pas régulièrement sur la feuille de match. Qu'est-ce que ça change pour toi à ce moment-là? Mais il change... Il y a pas énormément de choses qui changent en fait par rapport à moi, comment je perçois la suite de ma carrière ou le suivi. C'est juste pour moi, c'est un titre fabuleux qu'on a gagné. Je reviens en plus, c'est au mois de non, ça c'est en juillet, donc c'est au mois de juillet. Et après on doit revenir donc au mois de juillet. Le problème c'est qu'on n'a pas repris avec le groupe pro. Et ni même avec t'es décalé sur ni avec le groupe pro ni avec la Pro 2. Donc en fait on revient, on a 10 jours de vacances et même pas je me coupe. Alors qu'est-ce qui change? C'est qu'on gagne le titre et un jour après on est dans le train avec les Lyonnais. D'accord. Pour aller jouer l'Emirates Cup. Ah oui. À Londres, avec l'Arsenal et le Celtic Glasgow à l'époque. Donc en fait, nous, on n'a même pas le temps de savourer ce stade. Non, en fait, le lendemain, je m'en souviens, on part les 6 Lyonnais, on part dans le train pour rejoindre le groupe professionnel. Donc t'es avec qui à ce moment-là? Alexandre Lacazette, Clément Grenier? Alexandre Lacazette, Clément Grenier, Timothée Colo, Yanis Stafer, Enzo Real et moi. On est tous les 6. Et en fait, les 6, et le soir même, je crois que Alex et Enzo sont même titulaires contre le Celtic. Alors que la veille, ils étaient en match. Alors que la veille, en fait, je les ai mis titulaires parce qu'eux n'avaient pas débuté le match. Oui. Et nous, par contre, Colo était dans le groupe. Moi, j'étais dans le groupe, mais pas sur la feuille de match. Mais c'était alors, je m'en souvenais même plus. Et en fait, on avait switché très très rapidement. D'accord, ok. Et en fait, on était rentré après de Londres avec le groupe pro, chez nous, en avion.
Et c'est là vraiment où on se rend compte que on est champion d'Europe. Ce que vous avez fait. Ouais. Voilà. Et après, 2 jours après, on reprend avec le groupe pro Et est-ce que tu as eu des sollicitations de clubs pour avoir peut-être plus de temps de jeu qu'à l'OL? Est-ce que tu t'es senti plus désiré après ce SAF ou tu étais titulaire en charnière? Là, c'était la dernière année au coach Puel en 2010-2011. Je savais qu'il comptait pas encore trop sur moi sur cette année-là, que j'allais faire parce que j'étais pas encore professionnel. En plus, j'avais pas moi signé encore professionnel. J'ai signé professionnel après. Et je sais que là, t'es qu'un jeune qui apparaît dans le groupe très régulièrement. Mais oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis surtout que j'avais joué presque 1 an et demi avant. En 2008. Oui, voilà, presque 2 ans avant, en 2008, mon match en Coupe de la Ligue. Et là, je repars en fait pour être avec la Pro 2, donc l'équipe réserve. Et je suis le cursus normal d'un joueur de centre de formation, jusqu'à sa dernière année à 20 ans. Et c'est là en fait où le club choisit si tu signes pro ou pas. Et il n'y a pas eu vraiment de changement en fait de gap par rapport à ce titre. Mais justement, là tu parles du groupe pro de l'OL. T'es présent dans le groupe de l'OL bien avant que tu gagnes l'Euro moins 19. T'arrives dans le groupe de l'OL, par exemple, tu fais ta première apparition en 2008 en Coupe de la Ligue. Parle-nous un peu de cette période avec Claude Puel, qui est le coach des professionnels de l'Olympique Lyonnais à l'époque, et ton apparition en professionnel avec ton club de toujours. En 2008, tu avais du coup, t'avais 17 ans. 17 ans, c'est ça, ouais. En fait, ce qui se passe en 2008, c'est que quand le coach Puel il arrive, c'était pendant l'Euro, c'était une année d'Euro, Euro 2008. Ouais, donc, par exemple, Karim Benzema, tous ceux qui étaient en sélection ne pouvaient pas faire la reprise. Donc Puel avait demandé en arrivant 8 ou 9 jeunes du centre de formation pour reprendre avec eux. Un groupe quand même élargi. Exactement. Et moi, j'avais la chance d'être dedans avec Thomas Fontaine, Nicolas Seguin, Clément Grenier, Yannis Stafer. J'en oublie 4, j'en oublie 2, 3 qui étaient. Il y avait Maxime Bonalon aussi, Pierre Valdivia qui était un peu plus âgé que moi, mais qui faisait pas partie du groupe pro encore. Ils sont arrivés aussi en 2008. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que Puel, à Monaco, à Lille, il faisait beaucoup jouer les jeunes. Et moi, en fait, je suis arrivé comme ça, avec mon tempérament de gagneur, on lâche jamais rien. Et il a plutôt apprécié en fait mon jeu, comment. Quel type d'axial tu es, Sébastien, en quelques mots? T'es très bon de la tête, t'es rapide, t'es technique, tu perces ligne, t'es plus dur sur l'homme. Raconte-nous un peu, fais-nous ton petit profil. Avant mes 2 genoux ou après mes 2 genoux? Ça dépend. Le profil. Non, parce que c'est vrai que j'ai dû évoluer après mes 2 graves blessures au genou. Ah, c'était pas le cas quand on va y revenir sur bien sûr. J'étais un défenseur très agressif, comme il misait beaucoup, je mettais la tête ou certains mettaient pas le pied. C'était ma force vraiment la force dure sur l'homme, une grosse qualité de tacle parce que c'est un geste technique qui est aussi que tout le monde ne sait pas faire. Grosse qualité de tacle. Plutôt technique parce que j'imagine formation lyonnaise. Plutôt une bonne relance sans abuser, mais oui, j'avais la qualité et formation lyonnaise, donc plutôt forcément un grade au-dessus. Exactement, plutôt une bonne relance et puis surtout un mental à toute épreuve en fait. Donc c'est important aussi la psychologie pendant certains matchs. Et mais oui, c'est surtout l'engagement. Pareil, ça fait un souvenir. Le premier match que je joue à 17 ans en amical contre Nîmes. Je crois que c'était à Aix-les-Bains ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'était Richard Benedetti qui commentait à l'époque. Et à un moment, on avait fait une mi-temps, plutôt l'équipe, avec Juninho, l'équipe expérimentée, puis la deuxième mi-temps, ils avaient mis tous les jeunes. Ouais. Avec Anthony Mounier, Gassama, Seguin, moi, etc. Et je m'en souviens, au bout de 20-25 minutes, Richard Benedetti, il dit, j'aime bien Sepp Forin, il y va bien Sepp Forin. Lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il prenait bien parti. Ouais, voilà, et c'est vrai que j'avais gagné 4-5 duels à la tête, etc. Et c'est ce qui avait impressionné au début, que c'était vraiment ma grosse force. Et du coup, donc Claude Puel, il faisait jouer les jeunes.
Qu'est-ce qu'il te disait à toi sur ta première apparition en Coupe de la Ligue? Quelles étaient les consignes? Est-ce que tu avais des consignes particulières? Est-ce qu'il avait essayé de te motiver? Qu'est-ce qu'il pouvait te partager un peu dans le Non, pas spécialement. Non, j'avais fait la reprise avec le groupe. Et après, pendant un mois et demi, j'étais redescendu avec la réserve. Et à partir du mois de fin septembre, début octobre, je sais que Bonne-Mère se blesse et il y en a un autre qui se blesse. En fait, il restait plus que Chris et Boumsong dans l'axe. Oui. Donc en fait, il m'a rappelé c'était pour aller en Ligue des Champions contre le Steaua Bucarest le dimanche soir. On partait le lundi matin. Il m'appelle, alors pas Claude Puel, mais quelqu'un du staff, pour me dire que j'étais convoqué. Et après, j'ai passé les presque 4 mois avec eux, dont ces 4 bancs de Ligue des Champions, ces bancs aussi en championnat, en Coupe de France, etc. Et il m'a mis, le coach me fait confiance pour me faire jouer contre Metz en Coupe de Ligue. Justement, raconte-nous cette expérience en pro. T'étais avec qui dans la... voilà, c'est ça. Alors 11 ouais, je crois, le 11. J'avais joué avec Chris et la petite anecdote, c'est que Chris est devenu mon coach 11 ans après à Chasselet, à Boll FC maintenant, en National 2. Et j'avais joué en charnière avec le policier, ouais. Et malheureusement, ça s'est mal passé parce qu'on perd 3-1, alors qu'on était favori vraiment de loin. C'était contre, pardon? C'était contre FC Metz, qui était en Ligue 2, qui était premier de Ligue 2. Et pas Pjanic? Pjanic était déjà à l'OL. Pjanic était arrivé en 2008. C'était l'année d'avant qu'il était à Metz. Mais Pjanic était déjà, je crois qu'il avait joué ce match-là. Il était déjà avec nous. Et malheureusement, on perd 3-1, donc compliqué comme première. En fait, malheureusement, malheureusement, des fois, il se passe des choses dans le match qu'on peut pas tout maîtriser. On peut pas tout maîtriser. Mais sinon, une expérience, je m'en souviens avant le match. Il m'avait fait rire. Je m'en souviens, Boumsong et Anto Réveillère, il m'avait dit le soir. Oh Seb, tu manges des pâtes à 20h, t'es au lit, voilà, et c'était... Parce que tu le savais avant l'annonce de la... Oui, on avait l'équipe, souvent on avait l'équipe la veille avec le coach Puel. Ça aide à se préparer les têtes? Oui, bien sûr, c'est vrai que moi, quand j'arrive le soir, je pars d'entraînement le soir de Tola-Vologe, tu sais que le lendemain tu joues, c'est quand même différent, puis normal, avec beaucoup de pression, mais j'avais acheté des places pour tous mes potes de Cailloux, et aussi une petite anecdote, ma maman, elle était partie à la mi-temps parce qu'elle avait pas pu, comme c'était mon premier match, rester tout le match, me voir, en fait. Voilà. Mais sinon, c'est un super souvenir, c'est mon seul match avec l'Olympique Lyonnais, à Gerland. Donc, ça restera aussi gravé, ouais. Avec Chris en charnière, Avec Chris en charnière, et puis, il y avait, je crois que Juni avait joué, Fabio Grosso, champion du monde, quand même à gauche. Qui est revenu à l'OL depuis. Je crois que Sidney avait joué à droite. Et justement, à l'époque, t'avais un vestiaire de folie à l'OL. Avec les meilleurs joueurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc, t'étais en jeune avec Alexandre Lacazette, etc. Comme t'as pu le dire. Chris, Juninho, Anthony Réveillère, Jean-Alain Boumsong, Sidney Govou, Rémi Vercoutre. Je veux dire, Karim Benzema. T'avais les meilleurs joueurs de l'histoire, Fabio Grosso, Hugo Lloris, c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est le prime. Qu'est-ce que ça t'évoque? Raconte-nous, allez, une ou deux anecdotes de vestiaire avec ces personnes-là. Déjà, la première anecdote, c'est quand j'arrive en 2008, le jour de la reprise. Ok. Où, première fois groupe pro. Première fois, jour de la reprise, en fait, à Tola-Vologe. On arrive, et en fait, on était tous dans le vestiaire, parce que comme il manquait des joueurs, en fait, il y avait de la place un peu pour tout le monde. Et puis sinon, on serrait et tout. Et là, je m'en souviens, j'arrive, quand on arrivait en haut, il y avait la petite salle, et puis il y avait juste un petit escalier avant qu'il y ait de vestiaire. D'accord. Et j'arrive en haut de cet escalier, pardon. Et là, tout de suite, Juni qui tourne la tête et qui me regarde dans les yeux. Et c'est là que je me rends compte que, putain, t'y es, quoi. Ça change le monde, ça y est. Un petit peu, ouais. C'est que tu changes de monde, tu dis Juni, et moi, c'était un petit peu on parlait d'idole. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu, c'est un des joueurs que j'ai adoré. C'est le joueur de cette génération. C'est le joueur en tant que, quand j'ai entre 10 et 15 ans, c'est le joueur, qui était le mieux de la Franck. Oui, un petit peu, ouais. Après, dans le jardin, c'était pas mal aussi. Mais ouais, c'était le premier mec qui me regarde, que Juni tourne la tête, avec son accent, brésilien, bonjour, puis je me présente, parce que je me connaissais pas. Seb, salut Seb et tout,
Et là, on se rend compte que vraiment, on est dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais, des professionnels, et que avec les casiers, etc., avec les intendants. Et ben justement, on a quelqu'un pour toi ici qui va te derrière la porte. Mais non, c'est vrai que c'est là vraiment le début d'une aventure en fait. Ouais, c'est sûr. Après d'autres anecdotes en soi, parce qu'en fait après nous on avait on n'était pas quand la saison a vraiment débuté, on n'était plus dans le vestiaire des professionnels. On retournait dans notre vestiaire, on s'entraînait avec eux, mais T'avais des entraînements. Voilà, on s'entraînait avec eux, donc on se changeait dans le vestiaire de la CFA, puis après on venait une demi-heure avant avec eux, parce qu'on avait les séances d'assouplissement, de mobilité, etc. Mais on n'était pas changé dans le vestiaire des professionnels. Ouais. Ok. Donc c'est vrai que tu nous as raconté tout ce monde de l'Olympique Lyonnais que tu as connu, ton club de cœur, ton club que tu adorais quand tu étais petit, jusqu'au jour où tu vas quitter ce cocon et tu vas signer au Rangers FC. Au Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Ouais, au Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. En fait, c'est Glasgow Rangers FC. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que les gens au Glasgow Rangers, ouais. Donc partir jouer aux Rangers, c'est pas commun. Quand t'es un petit Français t'avais quoi, t'avais 21 ans. Ouais. Comment ça s'est fait? Pourquoi Sébastien Faure arrive au Glasgow Rangers? Grande question. Grande question. Non, en fait, je sortais d'une saison, donc j'avais signé mon contrat professionnel l'année d'avant. Voilà, j'étais encore souvent, je m'entraînais avec les professionnels, et c'est l'émergence de Sam Umtiti en fait. Et on commence tous les deux en fait à jouer dans l'axe. Pourtant, t'es droitier. Hein. Oui, on jouait, c'est ça. On jouait tous les deux dans l'axe. En fait, on a fait les 6 premiers mois de août jusqu'à décembre. Donc ça, c'était en 2011. On fait les 6 premiers mois ensemble. La charnière, c'est Samuel Umtiti et Sébastien Faure. Ouais, c'est ça. Ouais. La plupart du temps, parce que peut-être après, parce que Sam, il pouvait jouer en 18 ans aussi lui. Oui. Voilà, il pouvait encore. Je crois qu'il pouvait encore jouer en 18 ans, mais et c'était quand même, c'est devenu un sacré joueur, donc il jouait en réserve. Champion du monde, mon Sam. Et ouais, c'est beau, hein. Bravo à lui encore. Et en fait là, je me casse le pied en décembre, mi-décembre. Et en fait, ma saison, elle s'est presque finie mi-décembre. Et malheureusement, tu te casses comment le pied? Je me casse. On joue en plus fin fond de l'Alsace. Je crois qu'on joue. Je sais plus si c'était Schittigem ou Mulhouse ou je sais plus exactement, mais c'est la poule. On était dans la poule du Nord-Est avec la réserve en National 2. Et là, duel à la tête et le mec il retombe avec son talon sur mon pied. Et en plus, je joue toute la deuxième mi-temps avec ça. Je fais ça en fin de première. Je pensais que c'était un gros coup. Ouais, puis en fait, avec l'adrénaline, ça avec passe. l'adrénaline, je sentais que je pouvais pas faire grand chose. Puis à la fin du match, c'était terrible. Bon, pied cassé au niveau de l'orteil, en plus pas le pied et l'orteil. Donc ça a été très dur pour revenir parce qu'à chaque fois que tu cours, tu agrippes. Ouais, t'as pu. Et j'avais quelques douleurs. Et donc cette deuxième partie de saison en fait compliquée parce que je rejoue peut-être fin février, début mars. Et après et en fait c'est là l'émergence de Sam Umtiti, c'est que lui reprend avec les pros. Sur l'hiver en fait pour la reprise de l'hiver, il joue le match de Coupe de France, je crois que c'est contre la Duchère, et c'est parti. Et après il a plus quitté le groupe. Du coup, il prend une place de jeune axial dans le groupe pro, ce qui toi du coup. Bah exactement. Et puis en plus moi comme je revenais de blessure, j'étais pas à 100%. Et après les 2-3 derniers mois, j'ai rejoué un petit peu en réserve, mais pas beaucoup. Et puis après je savais un peu que période un peu difficile parce que je savais que l'OL n'allait sûrement pas lever l'option des 2 autres années. Donc je me préparais à quitter ce cocon que j'avais depuis 8 ans. Donc c'est pas évident parce que t'as l'impression, tu vois, c'est ce que j'explique souvent, c'est que t'as l'impression que ces 8 années aussi, elles sont passées très très lentement parce que je me sentais tellement bien. Ouais, puis t'as vu énormément de choses, quoi. Énormément de choses en 8 ans, puis à entrecoupé de l'équipe de France, mais qu'en fait ça va durer toute ta vie. Ouais. En fait, non. Et c'est là, faut arriver à switcher. Mentalement, let's go, on va ailleurs. Mais au moins, t'as vécu ça parce que tu sais très bien, oui, il y a énormément de jeunes qui sont en centre de formation et qui n'arrivent même pas à signer le premier contrat pro. Oui, ou même qui n'arrivent pas à jouer en réserve. C'est sûr. Mais par contre, je comprends que c'était un cocon. Justement, comme dit Visia, comment les Rangers viennent à toi? C'est pas le premier club qu'on imagine qui va aller voir des petits jeunes en France. Alors en fait, avec mon agent de l'époque,
je voulais partir à l'étranger et spécialement outre-Manche. D'accord. Pas spécifiquement. Pays anglophone. Ouais, exactement. Je sais même pas pourquoi vraiment vous le dire comme ça, mais j'avais envie de voir un petit peu autre chose. Sachant que à l'été 2011, après la Coupe du Monde du vin, on finit quatrième, on perd en petite finale. Il y a West Ham qui m'avait approché un petit peu. Ils étaient en première ligue, je pense. Ouais. Ils m'avaient approché, mais le président à l'époque, donc Olas et Rémi Garde, avaient pas voulu. En fait, ils voulaient me conserver dans le groupe, sans vraiment compter sur moi pour jouer. Mais ils voulaient pas que je parte tout de suite. Ils voulaient pas que je parte tout de suite. Tu restais un actif, un jeune qui connaissait la maison. Exactement. Et surtout que je venais signer pro, donc il y avait des problèmes d'indemnité de formation que West Ham voulait pas trop payer. Bon bref, ça c'était pas fait. Et en revenant à l'été 2012, après j'avais décidé de voir ailleurs en fait, de voir une autre culture, etc. Donc j'ai fait un premier essai à Reading, puis à Leeds aussi, donc Reading qui venait de monter en première ligue, puis à Leeds qui étaient en championship, donc en deuxième division. Ça se passe pas très bien à Reading parce qu'un peu compliqué avec le coach, etc. Leeds, ça se passe mieux la semaine, mais en parlant à la fin avec mon agent, en gros, ils avaient déjà un joueur un peu comme moi par rapport à ma façon de jouer, donc ça s'est pas fait. En fait, c'est pas l'endroit le plus sécurisé où partir, parce que si tu disparais totalement outre-Manche, c'est compliqué. La chose, c'est qu'ils avaient un jeune à peu près de mon âge qui avait un peu les mêmes la même morphologie et puis le même jeu que moi, donc tu arrives direct dans une concurrence établie. Exactement. Et donc ça se fait pas, et c'est après les Rangers dont l'entraîneur de l'époque, Ali McCoss, le plus grand joueur, un des plus grands joueurs des Rangers, plus grand attaquant, avec mon agent, il se contacte avec le club, et mon agent me dit il y a les Glasgow Rangers, ils sont intéressés. Et moi, ma première réponse au début, je suis mais les Glasgow Rangers, ils sont pas descendus en division inférieure, etc. Et je dis à mon agent, mais je viens de jouer 4 ans en CFA avec même si je côtoyais le monde pro, mais j'ai fait 4 ans presque en CFA. J'ai envie de jouer plus haut, au moins national, au moins Ligue 2. Et là, il me dit, Seb, s'il te plaît, va voir. Vas-y, va voir. Parce que ça reste des infrastructures exceptionnelles. Mais je savais pas, moi je connaissais pas. C'est vrai qu'en fait, t'avais juste entendu le truc ils sont descendus. Exactement. C'est quoi, c'était financier qui sont descendus? C'était financier, en fait, c'était le chairman de l'époque qui avait fraudé le fisc. Donc, ça avait pas. Ne fraudez pas le fisc. Et puis ils sont pas descendus d'un. Ah bah non, ils sont descendus quatrième. Ah voilà. Ah oui. Donc t'as toutes les installations du monde pro. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que donc c'est tellement de choses à dire par rapport aux Rangers, mais donc en fait mon agent il arrive à me convaincre, et c'est pareil, je m'en souviens, j'appelle mon père, on part pas à l'aéroport, et je dis allez papa, let's go, amène-moi à l'aéroport. Donc mon père il passe me prendre, je pars à l'aéroport et je passe 2 jours là-bas au début pour voir. Ah non, je m'entraîne. En fait, les pros jouaient. Et t'as signé à ce moment-là? Non, j'ai pas signé. Ah, mais tu vas voir. Ouais, je vais voir comment ça se passe, et surtout, pour eux, ils voulaient me voir aussi, parce que. Bien sûr. Ça faisait 2-3 mois que je m'étais pas entraîné. Je vais t'entraîner un petit peu, mais ils savaient pas le niveau physique que j'avais. Et ils voulaient voir, ils me connaissaient de nom par rapport à l'OL et l'équipe de France. Ils connaissaient, mais ils m'avaient pas vu en match, etc. Donc, j'y vais. Je prends l'avion, j'arrive à Manchester, et après à Manchester, il y a un conseiller de mon agent qui me prend, et je fais la nuit en voiture pour arriver aux Glasgow Rangers, au centre d'entraînement. Et là, le lendemain matin, je m'entraîne le lendemain matin. Et là, les pros, ils jouaient le soir en Coupe de la Ligue. Comme ils étaient redescendus, en fait, ils débutaient. Ah oui. C'était fin juillet ou début août. Ils débutaient au premier tour de Coupe de la Ligue. Ils n'arrivent plus au 4e ou 5e. Exactement. Et là, j'arrive au stade le soir. Le stade était à moitié plein. Mais moitié plein à 25 000. Pour un match de premier tour de Coupe Exactement. de la Ligue. Et moitié plein à Ibrox, c'est 25 000 personnes. Ouais, voilà, et là, une ambiance, mais de fou furieux. T'es scotché, quoi. Parce que c'était leur premier match depuis la descente, en plus. Mais tu vas dire, en fait, sur le papier, tu te dis, je suis dans un club de D4.
Dans les faits, t'es dans un club de D1, en fait. Ah bah, même t'es dans un club d'Europe. Top 10, en fait, top 10 en France. Parce que t'es devant, en termes d'infrastructure, hein. T'es devant Lorient, t'es devant Brest, t'es devant Paris FC, t'es devant Metz, beaucoup de clubs, en fait. Et là, je me dis, c'est quand même exceptionnel. Franchement, c'est quand même exceptionnel. Donc le soir, j'appelle mon agent, j'appelle mes parents, je leur explique, etc. Et le lendemain matin, donc je m'entraîne avec le groupe pro, en fait. Avec les joueurs qui n'ont pas joué la veille, ceux qui étaient suspendus, retour de blessure. Et là, donc, c'est Ali Malkos, le coach principal, qui drive la séance. Et ça se passe plutôt bien. Et en fin de séance, il parlait un petit peu français. Il me dit, Seb, j'aime ton jeu. Je veux que tu reviennes la semaine prochaine. Parce qu'il partait à Peterhead, au fin fond de, c'était au nord de l'Écosse, ouais. Et en fait, ils partaient pendant 3 jours, donc ils partaient le lendemain. Ils avaient eu le match le samedi, ils revenaient le dimanche, donc ça servait à rien que je reste. Oui. Il me dit avec son accent, rentre en France, va voir ta famille et je te veux en forme le lundi soir ou le mardi matin. Moi, je suis à bingo. Puis j'avais déjà vu un peu le stade. Alors, je vous ai pas parlé aussi des infrastructures du centre d'entraînement, mais c'était exceptionnel parce que Moray Park, ça s'appelait Moray Park, il était presque à neuf, refait à neuf depuis 2004-2005. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, j'arrive en 2012 et c'était exceptionnel. Voilà, au niveau des terrains d'entraînement et le centre en lui-même, les vestiaires, la piscine, le terrain couvert. C'était même mieux que Tola Volage. Ah, c'est ça, c'était 2, 3 fois, voire 4 fois mieux que Tola Volage. Ça ressemble exactement à ce qu'il y a maintenant. Parce que l'OL, dans un stadium. Ouais. Exactement. L'OL, c'est un grand club depuis les années 2000 en France. Et Rangers, c'est un grand club depuis avant les années 2000. Ouais, et puis les Rangers, c'est un club mythique anglo-saxon, en fait. Écossais, mais ils ont gagné une Coupe d'Europe. Ils étaient, alors moi, quand j'étais, ils étaient 54 fois champions d'Écosse. Et là, ils ont été 55 fois avec Steven Gerrard en 2020, en 2021, je sais plus. Malheureusement, ils sont pas cette année, là, ils ont perdu la semaine dernière. Tu suis toujours? Ah, je suis toujours, tous les matchs. Ouais, sur mon flashcore, ils sont, je suis bien, depuis, ça va faire 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans maintenant. Et du coup, quand il te dit de rentrer en France, toi, t'es convaincu, tu veux jouer là? Alors, convaincu, je ne sais pas, mais je me dis, faut que je revienne. Tu reviens plus positif? Voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Quand je reviens, je dis, allez, let's go, on va faire 2 entraînements. Je savais qu'il y avait un match amical le mercredi. Et avec ce match amical, je savais que le match amical était un petit peu fait. On était 2-3, entre guillemets, qui voulaient voir. C'était pour nous. Donc, je reviens, je m'entraîne le mardi, ça se passe bien. Et le mercredi, ça se passe très bien. Je marque sur corner. Je marque sur le corner, je fais un très bon match pendant 1h30. En plus, je joue tout le match. Et le soir, il y a le directeur sportif des Rangers de l'époque qui vient me voir et qui me dit, allez Seb, c'est bon, on te veut, on va te faire signer. Le coach et le staff, ils sont vraiment intéressés par ton profil. Let's go. Et le lendemain matin, après ils appellent mon agent, je fais la visite médicale et le soir même, le vendredi, je pars les rejoindre. Ils jouaient leur 2e match de championnat. Non, ils jouaient à Fall Creek, je crois. Je m'en souviens pas. Mais entre guillemets, je les rejoins et j'étais, je faisais partie du club. Avec un coach qui te voulait. Exactement, c'est ça qui était important, c'est que le coach Ali Malkos, il me voulait et il m'a fait jouer. Au bout d'une semaine, il m'a fait jouer tout de suite. Il m'a fait jouer à Ibrox. C'est mon premier match avec les Rangers. Incroyable. Je le fais à Ibrox, ouais. Incroyable. Et tu vas y rester combien de temps, sans tout time, tu vas y rester combien de temps aux Rangers? 3 ans. Et est-ce que vous avez changé de division? Bien sûr. Ouais, t'es champion 2 fois, non? Ouais. T'es champion 2 fois. On monte, en fait, on est champion de 4e division facilement. Même si au début c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il fallait se rendre compte. En fait, faut se rendre compte, un club des Rangers, c'est comme si Marseille, faut se remettre dedans. Lyon descendent en 4e division. Donc vont jouer contre Limonest. Bordeaux. Ouais, Bordeaux, exactement. Bordeaux actuellement. Et Bordeaux, compliqué. Bordeaux, tu vois qu'il a l'air à remonter. C'est vraiment, c'est très complexe. Quand tu joues chez toi, t'as l'impression que t'es invincible. Mais quand tu vas jouer sur des terrains, on fait une petite tribune, des terrains un peu compliqués, avec nous, on a eu de la chance, c'est que nos supporters, ils nous suivaient en fait, ils ont appelé ça Rangers on Tour.
En fait, la remontée, c'était les trois mots, voilà. Hashtag Rangers on Tour, et en fait, et les supporters. Donc, t'es champion la première année, champion de D4, vous remontez en D3. Voilà, c'est ça. Après, vous remontez en D2. Après, champion, après, là, on fait une année de fou, et c'est ma meilleure année où je fais plus de 30 matchs. Ok, super. Et là, donc, on est champion de D3, avec 26 points d'avance sur Dunfermline. On fait 33 victoires. 25 points d'avance sur combien de journées de championnat? Et ben, 33 victoires, 3 nuls sur 36. On perd pas d'année. On fait demi-finale de Coupe d'Écosse contre Dundee United. On fait finale de Ramsden Cup. En fait, Ramsden Cup, c'est la coupe entre D2, D3, D4. Il y a pas l'édition inférieure. Voilà, il y a pas l'équipe de première ligue. Et on fait quart finale de Coupe de la Ligue contre Inverness. Super année. Donc on fait une année de. Il faut remonter en D2. C'est comme si un club de national montait avec 26 points d'avance, allait en demi-finale de Coupe de France, en quart finale l'époque de Coupe de la Ligue et une coupe qui n'existe pas en France. Et là on arrive en Ligue 2, donc ma dernière année, où là gros championnat, parce qu'il y a les deux clubs d'Édimbourg qui sont aussi des gros clubs en Écosse, Erston Middleton et Hibernian, Falkirk Creek, Dundee FC et nous. Donc en fait c'est presque une mini première ligue. Et combien de montées? Et ben en fait le premier qui monte et le 2, 3, 4 joue en barrage. Et nous là on finit 3e. C'était plus compliqué. On a changé de coach. Le coach est parti en il s'est viré en fait au mois de janvier. On change de coach. C'est son adjoint qui prend l'équipe. Et après il y a un autre manager qui arrive début mars. Et là on finit 3e. Donc on fait les quarts de finale de play-off. On se qualifie pour les demi-finales. On se qualifie pour les demi-finales de play-off. Et on joue contre Motherwell, qui est l'avant-dernier de première ligue. Ouais, exactement. Et on joue contre eux. Et là, par contre, on perd en finale de play-off. Tu joues combien de matchs cette année en Ligue 2, cette année-là? Enfin, deuxième division. J'en suis un peu. J'ai moins joué que. Tu joues moins de matchs. Ma grosse saison, c'est vraiment en D3 où là, je fais plus de 30 matchs, dont plus de 25 titulaires. Et à ce moment-là, tu regrettes pas de pas être allé dans la deuxième division anglaise. Tu vis. Pas du tout. Mais tu vis tout en Je vais pas vous mentir, dès la première année, dès les 6 premiers mois, j'ai tout de suite kiffé le moment et j'ai kiffé en fait la vie en général, comment ça se passait au club et j'ai aimé cette différence en fait de sortir aussi du cocon en fait français et lyonnais, bien sûr, et de vraiment de faire autre chose, sortir de ta zone de confort. Même si au niveau de la langue, c'est comme plein de choses, c'était un petit peu compliqué au début parce que tu parles pas la langue. Il y a plein de choses on se rend pas compte quand on change de pays comme ça, tout ce qu'il faut mettre en place, mais ça s'est plutôt très bien passé et puis et ben tu sais que mon Seb là tu grilles un peu nos questions. Non mais j'ai bien justement à ton arrivée tu deviens le Frenchie des Rangers. Ouais, c'est ça, ouais. Je veux dire on a regardé un peu la presse te suit un peu particulièrement, tu as plusieurs articles alors tu signes en D4 mais surtout Rangers, tu deviens le Frenchie et après comme va le demander Vivien, mais justement parle-nous de ton environnement là-bas. La culture, la ville, les supporters, le championnat écossais, en tant que Frenchie, voilà. En fait, c'est un événement, un Français qui signe en Écosse. C'est sûr que moi, je m'attendais pas à autant d'attention, en fait, par rapport à la presse, par rapport même aux gens. Quand j'ai signé là-bas, aux messages que j'ai eus, à l'époque, c'était beaucoup Facebook. Mais sur Facebook, parce que Instagram n'existait pas, les messages que je recevais, les textos, je pensais pas que ça allait avoir une telle retombée par rapport à ma signature dans ce pays-là et surtout au Glasgow Rangers. J'étais jeune et je m'imaginais pas ce club en fait, mais était énorme. C'est un club énorme. Ouais, je te rendais pas compte de. En Angleterre, c'est un club. En France, l'équipe, ils vont parler de Marseille, Lyon et Paris. Beaucoup plus de Paris maintenant, c'est normal. En Angleterre, The Sun, ils vont parler de Liverpool, de Manchester, d'Arsenal, et des Celtics et des Rangers. Bien sûr. On était en D4, on avait 2 à 4 pages tous les jours dans le journal The Sun, The Daily Mail, etc. Et donc la presse française te suit aussi. La presse française me suit et il y a tous les journalistes de l'équipe du dimanche, la chaîne l'équipe qui viennent, TF1 qui font aussi un reportage, France Football qui font un reportage. C'est l'événement. Fameux Romain Molina qui vient me voir aussi, qui fait aussi un. Il en est au début en plus. Il en est au début. Alors il fait un reportage, mais il s'est servi aussi parce qu'il a fait plusieurs livres, je crois même. Et je crois qu'il dans un de ses livres, il parle
de mon passage au Glasgow Rangers. Donc, et c'est vrai que la presse quand on part jouer en D4 dans un bled paumé, là c'est l'équipe du dimanche, ils viennent avec ils me suivent en fait toute la journée en fait. C'est fou ça. Je m'attendais pas à autant de suivi. Et c'est après coup, je me suis rendu compte vraiment que les Rangers c'était un club à part en fait. Ouais. Après coup, parce que dans la vie au quotidien, comment on se fait reconnaître dans la rue. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pareil, il faut s'imaginer que Glasgow, c'est une ville de combien d'habitants? C'est une grande ville là, ouais. Ouais, c'est Édimbourg, c'est la capitale, on va dire, d'Écosse, mais Glasgow, c'est un peu la deuxième grande ville. Exactement. C'est vrai que la culture doit être différente, enfin, tout doit être différent. Tout est différent, et il faut s'imaginer aussi que quand on passait à la télé. Ouais, voilà. En fait, c'est comme si on passait sur Ligue 1 Plus actuellement, ou à l'époque sur Canal. contre Et mais c'est exactement ça, en fait. Tous nos matchs étaient décalés. On jouait très peu, parce que là-bas, ça joue tout le samedi à 15h. 90% des matchs jouent le samedi à 15h. Et est-ce que c'est mieux de jouer le samedi à 15h que le dimanche? La chose, c'est qu'avec les Rangers, j'ai très peu joué le samedi à 15h. Ouais, parce que tu devais rentrer. Parce que, en fait, comme on était télévisé, c'était ou le vendredi soir, ou le samedi, parce que ça jouait à midi, là-bas en Écosse, comme en Angleterre. On jouait ou à midi 45, ou le samedi plus tard. Oui, aux Rangers, en fait, ça t'arrivait jamais à la presse. Et ben, j'ai joué très très peu le samedi à 15h. Et c'est là, après, je me suis rendu compte qu'en lisant aussi le newspaper, en lisant le journal... You speak English? Voilà. Papier anglais. Le top beat, voilà, papier anglais, le journal. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu d'autres articles dans le journal? Dans le pays rouennais. Mais, et puis oui, la culture différente. Bien joué, t'as bien placé le jour. Exactement. On se rend compte que tout est différent. La vie au quotidien, par exemple, eux, en France, on va finir notre journée, on va rentrer chez nous la plupart du temps. Ça va aller peut-être boire quelques verres, mais eux, ça finit plus tôt, et eux, ils se rencontrent tous au pub. À 4-5 heures à Glasgow, tous les pubs sont remplis. C'est des choses, au début, j'étais avec c'était mon ex-femme maintenant, mais j'étais parti 3 ans avec elle, et c'était des choses qui étaient vraiment différentes. Tout était ouvert tout le temps jusqu'à 23h. Ouais, et là c'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme de vie, c'est différent. Et j'ai trouvé que pareil, on parle beaucoup souvent ce rapport de l'argent en France. En Angleterre, pas du tout. Beaucoup aimé cette culture écossaise. J'ai beaucoup aimé cette culture écossaise, avec beaucoup de politesse, en fait. Et, vraiment, les gens, même, je voyais, des fois, ils nous suivaient sur 10-15 mètres, ils osaient pas, puis à un moment, excuse me, Sébastien, could I have a picture? Et justement, tu parles des gens. Parle-nous de ce stade mythique du Glasgow Rangers, avec ses supporters mythiques, qui t'ont adoré, qui t'ont aimé, Ouais, c'est clair que c'est spécial. C'est spécial. Alors, on parlait de plus beaux souvenirs par rapport à la finale du championnat d'Europe. Et c'est vrai que j'en ai eu pas mal en jouant à Ibrox. Alors, à Ibrox et aussi en Hampden Park, je ferai une petite anecdote par rapport à la demi-finale de Coupe d'Écosse. Mais c'est vrai qu'à Ibrox, il faut se dire que sur la première année en D4, on avait 45 000 spectateurs de moyenne en D4 et on avait même dû en fait les supporters voulaient, parce que même moi quand je suis arrivé, le club était même pas sûr d'être sauvé financièrement à 100%. Donc en fait les supporters ont une telle ferveur derrière leur club qu'ils sont tous abonnés pour faire entrer de l'argent au club. Ils ont même dû bloquer à 25 ou 27 000. Ils ont dû limiter. Ils ont dû limiter pour que certaines autres personnes puissent venir au stade toutes les semaines. Et c'est vrai que c'est un public, alors surtout sur les divisions inférieures, très très exigeant. Mais par contre, si tu mouilles le maillot, si t'es plutôt, on va dire, bon joueur, il t'adore. Et moi, je sais que j'ai eu des très bons rapports avec les supporters sur pas mal de matchs. T'avais un chant à ton nom? En fait, sur la deuxième année où j'ai pas mal joué, c'était quand on avait joué à l'extérieur, on avait gagné, je crois qu'on gagne 4-0, et j'avais joué 3 postes dans le match. Ah ouais. J'avais commencé arrière droit, parce que cette année-là, j'ai joué un petit peu arrière droit. J'avais joué dans l'axe, et à la fin, j'avais terminé numéro 6. Et c'est vrai que j'avais fait un super match, des matchs, j'ai l'impression de tout réussi. Et à la fin, on allait les remercier, etc.
avec le fanion et tout, et à un moment ils entament forever. Donc c'est un son. Ouais, c'est voilà, exactement. Et ça c'est un forever. Ouais, c'est un très bon souvenir et c'est vrai qu'ils étaient là très très exigeants. C'est sûr que tu ratais une ou deux passes, on sentait que ça commençait à pression et tout, mais c'est des super pressions. C'est pour ça qu'on fait du foot. 45 000 personnes. Ouais. Et le souvenir de ce dernier match, quand on est champion de D4, le tout dernier match, on rentre, donc le stade blindax, il est blindé vraiment, il n'y a plus de place, et on rentre et t'as tout le stade, il n'y avait que des drapons United Kingdom parce que là-bas c'est voilà exactement. Et je m'en souviens, une folie pure en fait. Incroyable. Il y avait 50 000 petits drapeaux en fait. Et là, quand on arrive, on s'aligne devant la grande tribune, parce qu'en fait, à Ibrox, t'as la grande tribune principale où t'as 3 niveaux, parce que c'est l'ancien stade. Ils ont gardé la tribune vraiment qui date de 100 ans, pardon. Ils ont refait les virages, ils ont refait la tribune opposée, mais la grande ils ont trouvé la base. Ouais. Et ils ont trouvé la base, ils ont juste rajouté. Ouais. Et là, t'as 3 étages et t'as presque 15 000 personnes sur cet étage-là. Et là, c'était un des super souvenirs de mon passage aux Rangers. Ouais. Et du coup, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Ouais. Donc, raconte-nous un peu la fin de l'histoire avec les Glasgow Rangers. Et la fin de l'histoire, c'est que sur ces 2 derniers mois, j'ai eu la chance avant en D2, du coup. En D2. Et là, on fait la demi-finale de Coupe d'Écosse contre le Celtic. Et ça faisait en fait 3 ans que les Rangers et le Celtic ne s'étaient plus recroisés. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le gros derby, quoi. Exactement. C'est la rivalité, ces deux clubs, anciennement protestants, catholiques pour un. De la même ville, en fait. De la même ville, exactement. C'est au-delà du foot, quoi. Club irlandais pour le Celtic, club de la Reine et United Kingdom pour les Rangers. Donc, vraiment une rivalité. Je pense que c'est une des plus grosses rivalités au monde entre deux clubs. Et tout le monde attendait ça depuis longtemps, depuis 2-3 ans, parce que les 2 premières années en Coupe d'Écosse, en Coupe de la Ligue, on n'était pas tombé contre eux. Et là, demi-finale de Coupe d'Écosse, on joue contre le Celtic Glasgow. Ouais. Et on joue en Dome Park. Donc c'est comme si on jouait au Stade de France, en fait, en France. Et là, ce qui était fou, là, c'est un des meilleurs souvenirs, c'est que le stade, 45 000 personnes, donc t'as 20 000 supporters des Rangers, 20 000 supporters des Celtic, 20 000 supporters en bleu, 20 000 supporters en vert. Ah ouais. Et 20 000 supporters en bleu avec les drapeaux Union Jack. Et 20 000 supporters en vert avec les drapeaux irlandais. Donc tu joues une demi-finale de Coupe d'Écosse et t'as aucun drapeau écossais en fait. C'est vraiment pour attacher à leur us et coutumes et par rapport à leur culture. Ah ouais, ça dépassait le terrain. Ah là, ça dépassait vraiment le terrain. Bon, ils étaient au-dessus de nous. Rien à dire, on perd 2-0. Et pour la petite anecdote, c'était Virgil van Dijk qui jouait dans l'axe avec De Neyer. Virgil van Dijk. Avec Jason De Neyer. Exactement. Ouais. Ils jouaient tous les deux pour le Celtic. C'était la charnière centrale. Et je crois même qu'ils ont dit Sébastien Faure, quel joueur. Je crois pas. Ouais. Incroyable. Et en fait, une ambiance de fou parce que dès l'échauffement, il y avait une ambiance comme en fait toute une ville attendait ça. C'est même pas les supporters d'un ou de l'autre club. C'est toute une ville attendait ce Old Firm depuis 3 ans. C'est au-delà du foot, quoi. C'est au-delà du foot. Et du coup, ça se termine là-dessus? Alors là, on perd 2-0. Et après, donc, je crois que 2 semaines après, je joue et malheureusement, je me fais une première grosse blessure au genou droit. Oui, c'était le genou droit. Et je rejoue pas avec les Rangers. Donc, je suis l'épopée, entre guillemets, en play-off des tribunes avec eux. Et malheureusement, le dernier match qu'on gagne pas et qu'on perd contre Motherwell et qu'on monte pas en première ligue. Et là après mon contrat se finit. T'es blessé. Et je suis blessé donc et sur les 2-3 derniers mois, ils voulaient un nouveau cycle parce que c'était un cycle de 3 ans, un nouveau cycle et donc j'ai pas re-signé de contrat avec eux et je rentre en France pour me soigner en fait. Voilà. Mais je veux dire, t'as participé à cette reconstruction des bien sûr. des Rangers. Et c'est vrai déjà t'avais un contrat de 3 ans. C'est ça, ouais, 3 ans que t'as respecté, que les 2 parties ont exactement, respecté. Et effectivement, ça fonctionne par cycle. Vous le comprenez bien. Quand un club descend de plusieurs divisions, il y a tout un côté reconstruction. Oui, ça, ouais. En 3 ans, vous êtes remonté de D4, D3, D2. Vous manquez de peu la montée en D1. Un but près, ouais. Voilà. Donc effectivement, il y a besoin d'un nouveau cycle. Mais toi, t'as pu participer à ça. T'es allé au bout de ton contrat. Malheureusement, t'es blessé. Donc la fin avec les Rangers s'amorce. Et bon. La suite, t'enchaînes plusieurs blessures, si j'ai bien compris. Et après, du coup, là, actuellement, t'es toujours en carrière.
C'est ça, ouais. Tu joues encore. Toujours. T'es plus sur le monde semi-professionnel. Raconte-nous un peu où tu en es actuellement. Et ben, De la fin des Rangers à aujourd'hui. Et ben en fait quand je pars des Glasgow Rangers, je rentre chez moi en famille sur Lyon. Au début, j'essaye de retrouver un club sans opération par rapport à mon genou. Parce que c'était un gros problème de cartilage, mais j'avais des. Ça peut se résorber sans opération. Ça pouvait se résorber et en fait, j'avais fait 2-3 entraînements avec une équipe amateur du coin et j'avais trop mal, donc j'ai décidé de me faire opérer. Donc pendant 3 mois, donc là en fait, ce qu'il faut dire, c'est que je suis sans club. Donc c'est la première fois depuis que je rentre à l'OL depuis 2004. Ça fait 11 ans où j'ai un cursus normal où t'es en club, t'es sans club, t'es au chômage. Et puis psychologiquement, oui, c'est des périodes très compliquées. T'as quel âge à ce moment-là? Et ben là, j'ai 24 ans, donc je suis encore assez jeune. C'est vrai qu'après tout ce que t'as connu, la descente est... Ah bah la descente est compliquée. Ouais. Alors, de 45 000 supporters en moyenne à... Ah bah rien du tout, rien du tout. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir eu ma fille 3 mois avant. Donc j'ai cette nouvelle paternité qui arrive, donc qui m'occupe un petit peu. Donc je me soigne, je demande à l'Olympique Lyonnais à l'époque, je connaissais encore très bien tous ceux qui étaient au... Ils pointent par là parce que juste à côté c'est le Groupama Stadium. Le Groupama Stadium est à côté, mais on était encore à Tola-Bola, genre. C'était presque un an avant. Ouais. Et donc j'appelle le directeur du centre qui était Stéphane Roche avec Maxence Lachaise et Gilles Rousset pour qu'ils puissent me permettre de reprendre en fait physiquement, etc. avec eux pour pouvoir me réentraîner avec une équipe parce que d'aller courir une fois à droite, une fois à gauche, c'est bien, mais il faut se réentraîner pour, dans l'optique, à l'été d'après, de pouvoir au signer professionnel dans un club. Et donc, je reprends avec l'OL, je reviens de blessure, etc. Et là, en fait, je voulais repartir, moi, à l'étranger. C'est peut-être la petite erreur que j'ai faite. T'as pas eu Nantes à ce moment-là? Alors, Nantes, c'est d'avant. C'est d'avant les Rangers, ouais. Et là, donc, j'essaye de repartir à l'étranger. J'aurais peut-être dû... remettre dans le cursus français, mais j'avais tellement avec ce que t'as connu, avec ce que j'ai connu et tout, c'est envie de revivre ça. C'est même compliqué d'aller même jouer en Ligue 2 au national dans un club dans un stade de 5 à 10 000 personnes. Faut se le dire, c'est véridique, hein, c'est des choses que tu recules. Et donc je voulais repartir et ça s'est pas trop fait. Et après, t'avais quelle visée, quel pays? Est-ce que t'avais? Je voulais retourner outre-Manche, pareil. Et t'as pas eu autant de propositions que ce que tu... Non, c'était un peu compliqué, peut-être aussi financièrement, peut-être un peu trop gourmand, etc. Après un an sans jouer, bon, peut-être, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et il se passe ce qui se passe, en fait, avec mon agent d'époque. Et le problème, c'est que je me retrouve au mois d'août, sans grand chose. C'est là, il faut se rendre compte que tu vis des choses de fou depuis 5-6 ans. Parce qu'on n'a pas parlé de la Coupe du Monde du vin avec l'équipe de France. T'en as parlé très rapidement, mais c'est fou quand même. J'ai vécu une Coupe du Monde où je joue tous les matchs jusqu'à la demi-finale, on perd en demi-finale et des choses de fou et tu te retrouves en fait sans club. C'est là que ce monde il est terrible. Sans club, avec une super plus personne t'appelle. Exactement, plus personne t'appelle. C'est vraiment, tu te retrouves avec... C'est vrai que t'as connu 1000 choses pendant tout ce temps-là. Tu te retrouves avec tes personnes très très proches et puis c'est tout en fait. Donc il faut arriver à rebondir. Et qu'est-ce que je fais? J'ai pas de club. Et là en fait, je me suis dit je vais parce que j'avais envie de continuer à jouer bien sûr. Bien sûr, exactement. Et je me dis je vais essayer de trouver quelque chose en National 2. La CFA donc de l'époque et là j'arrive à trouver avec Chasselet qui recherchait un défenseur central. Je fais 2 jours parce que c'est pareil comme physiquement il fallait que je sois aussi au point. Donc je fais 2 jours avec eux et le coach de Chasselet de l'époque Eric Guichard il me dit Seb on veut te prendre et c'est parti comme ça avec Chasselet et j'ai fait 6 ans avec Chasselet et là c'est ma 4e année à Limonest. En fait je suis pas sur 10 ans, t'as fait 6 ans à Chasselet, exactement. 4 ans à Limonest. Parce que je suis quelqu'un, moi, de parole, de club. Voilà, je vais pas chercher... T'étais pas là à la fin de chaque été à rechercher... essayer de gratter 50 € à droite à gauche pour faire 50 km. Je me sentais super bien à Chasselet. Là, En fait, t'as eu une deuxième carrière, Une deuxième carrière en amateur. Alors, en amateur, grand mot, semi-pro, parce qu'on s'entraîne tous les jours. Voilà. Et alors, en 1 minute, comment tu définirais ce monde amateur? Parce que il est, alors maintenant, bientôt la Ligue 3, déjà. Oui, je veux dire qui va quand même aller donner un peu de lumière à ce monde-là et étendre un peu la visibilité. Enfin, ce monde-là national, mais voilà, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est,
comment tu définirais ce monde? Il est un peu boudé des médias, il est un peu boudé des jeunes footballeurs. Comment tu définirais ce monde? Parce que il est tout aussi formateur, avec une certaine exigence, c'est pas facile de monter. Voilà, comment tu... C'est vrai que pour comparer aux yeux du grand public, National 2, National 3, les gens connaissent pas. Alors par exemple, tu compares avec l'Angleterre, toi qui aimes bien, tu connais la Div 2, Div 3. C'est comme si tu joues en division 4 anglaise. Déjà, toute la complexité, la différence avec les pays étrangers, c'est qu'en Angleterre, t'as 4 niveaux pro, en Italie, t'as 4 niveaux pro, en Espagne, t'as 3 ou 4 niveaux, en Allemagne, 3 ou 4, alors qu'en France, on en a avec 2. Donc, on a envie de dire, enfin, ce Ligue 3, déjà. Bien sûr. Ouais, à partir de septembre, ce sera Ligue 3. Ça, c'est enfin. Alors après, il faudra mettre plein de choses en place pour que les joueurs aient pu signer professionnels, etc. Mais enfin, d'avoir au moins 3 niveaux professionnels en France avec tout ce qui est télévision à côté, droit télé, etc. Après, c'est très compliqué à décrire et à expliquer ce niveau National 2. Il a énormément évolué parce que maintenant, c'est notre job, c'est notre métier. On s'entraîne tous les matins. Bien sûr. Moi, quand j'étais à l'OL, que je jouais contre la CFA, toutes les équipes, que ce soit Chasselet, Saint-Priest, etc., ils s'entraînaient le soir, 3-4 fois grand maximum, ils avaient tous un métier, alors que maintenant c'est notre métier. Et en fait, on fait exactement pareil que les professionnels au quotidien presque. Et on nous demande presque pareil, sauf qu'on n'a pas tous les à côté. Et on essaye de mettre des choses en place par rapport aux soins, par rapport aux choses comme ça, mais le suivi du joueur en lui-même, moi là, j'ai eu la chance de le vivre. Ça peut te donner aussi des bonnes habitudes que tu as pu conserver. Mais moi, j'ai de la chance, mais exactement, mais presque, on va presque te demander à des joueurs de National 2 ou de National 3 de faire des choses comme les professionnels. Alors déjà, tu n'es pas professionnel, tu ne touches pas le même salaire, et surtout, t'as pas tout l'à côté, tout ce qui est récupération, etc., qu'il peut avoir. Le même suivi, c'est très limité en termes de suivi. C'est très limité. Il y a beaucoup d'efforts de fait, mais il y a encore quand même un énorme gap au niveau des déplacements. Par exemple, nous, cette année avec Limonène, t'es le petit pousset avec Rousset de la poule de National 2. On se déplaçait le jour même, alors qu'on allait jouer à Cannes, à Grasse. C'est clair. C'est quand même dur d'être très performant le jour même, le soir même, alors que tu t'es déplacé le jour même en bus. Et c'est là toute la complexité qui fait que en fait tu es à un niveau où tu es obligé d'être exigeant et plutôt performant avec le club. Et puis c'est un niveau qui a quand même plutôt augmenté parce que maintenant il y a que des joueurs que c'est leur métier. Bien sûr. Mais à côté il y a pas encore tout le suivi des clubs professionnels. Et c'est normal. Maintenant tu peux avoir un certain recul et une certaine analyse, notamment via ce parcours qu'on a détaillé et que tu nous as confié aujourd'hui. Et justement, il y a un thème qui nous intéresse beaucoup, tu le sais, cette interview, on essayera peu de parler de tactique pure ou de sujets que les médias raffolent, qui peuvent faire polémique. On aime bien parler de l'humain, du vestiaire. Et toi, tu dans un groupe aujourd'hui avec des jeunes que tu peux côtoyer dans ton vestiaire et en National 2, tu as un certain héritage, une certaine responsabilité. Et justement, je pense que c'est des sujets à évoquer. Ouais, justement, avec le parcours que tu as, qui est quand même hors norme, qu'on voit pas souvent. Riche. Quel conseil, toi, tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui est dans un centre de formation, par exemple, ou un jeune qui aime le foot, qui veut aller en centre de formation, mais plutôt un jeune qui est directement dans le centre de formation. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Un jeune qui s'apprête à rentrer dans le professionnel. Déjà, de croire en lui. Parce que de croire en lui, de jamais abandonner, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de bâtons dans les roues, même que ça soit l'entourage, que ça soit aussi les alentours et tout. Mais je pense que il faut croire en soi et croire en ses qualités au départ, et après d'écouter. Parce que moi, j'y ai été à 20 ans, à 15, 16, 17 quand je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ça parle d'expérience. Ouais, c'est l'adolescence. Mais c'est tellement important. Et en fait, ce que j'explique et ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes encore, c'est que quand je vous dis quelque chose, surtout moi, ça a peut-être été peut-être mon défaut, c'est que j'ai toujours trop mis l'équipe en avant et peut-être pas moi assez en avant. Oui, d'accord. Et je pense que dans ce monde-là individualiste, il y en a beaucoup. C'est le contraire. C'est peut-être pas bien, hein. Mais je pense un entre-deux aussi. Voilà, et je pense que moi, j'ai souvent mis, en fait, l'équipe trop en avant que ma personne. Parce que c'est comme j'ai été éduqué, comme j'ai été élevé, et c'est toujours ça. Et en revenant aux petits jeunes, c'est de leur dire, si je vous dis quelque chose, c'est pas pour moi. C'est vraiment pour que l'équipe, elle progresse et que toi, tu progresses. Moi, j'en ai 35. Tout ce que je vous ai dit là, je l'ai vécu. Toi, si à 18, 20 ans, tu n'écoutes pas, ou que t'as pas envie d'écouter certaines
certains aspects tactiques ou etc. et tout. Après, c'est ta faute. Si tu veux pas essayer de vivre des choses que moi j'ai vécues, après tu le fais comme tu veux. Oui, mais moi, tout ce que je te dis au niveau technico-tactique, que ça soit terrain ou même en dehors, c'est que pour toi, c'est pas pour moi. Voilà. Et je pense que c'est vrai que la génération qui arrive, elle sait peut-être tout de suite. Et peut-être qu'aussi, en termes que peut-être tout ce qui est éducateur ou les gens maintenant qui gravitent autour, ils sont pas assez en train de les remettre en question. Parce que c'est pareil. Je crois que je l'ai pas dit dans l'interview, mais c'est une perpétuelle remise en question, ce métier-là. Oui, bien sûr. C'est un métier, mais tu t'entraînes bien le matin. Le lendemain matin, tu fais peut-être un entraînement de fou, pas terrible. Tu vas faire un super match. Si le match d'après t'es pas bon, tu ressens, c'est il a pas été le match, il a pas été bon ce match-là. Alors que la semaine d'avant, putain, franchement, t'es bien. C'est une éternelle remise en question. Et c'est ça le plus compliqué, je pense. C'est pour ça que tu conseillerais de croire en soi et aussi, du coup, d'écouter pour pouvoir trouver, tu me dis si je me trompe, un maximum de stabilité dans un monde qui est justement dans un milieu qui est très instable. Faut le dire, c'est un monde de requins. Et nous, les joueurs, on est des beefsteaks. Non, mais c'est véridique. Pas mal la vision. On est des beefsteaks pour le. En fait, on va se servir de nous à des moments où on est là, et ben on va se servir de nous pour faire monter notre cote. Mais à d'autres moments où t'es en bas, et ben on va te dire merci, au revoir. On le sait. C'est vraiment l'image de on le sait, mais c'est véridique. Il y a des choses qui vont se passer au quotidien qu'on va vivre dans un vestiaire qui sont extraordinaires. Mais après, merci, au revoir. Il y en a, ils vont mieux le faire que d'autres. Qu'il y a certains directeurs sportifs, certains responsables de recrutement et tout, ça va être mieux fait. Mais malheureusement, on sait qu'on est dans un monde où c'est très compliqué. On peut te dire au revoir du jour au lendemain, alors que pendant pas mal d'années, tu t'as rendu des bons et loyaux services. Il faut le savoir. Mais je pense que moi, ça peut être mieux fait. Je reste dans pourtant, j'en ai 35, mais je pense que je reste dans un cadre où on peut humainement faire bien les choses. Voilà, on n'est pas obligé de jeter les joueurs ou pas, parce que quand tu l'as pris, tu étais content de le prendre. Donc sois content, même si ça te tient à cœur. Parce que sois content, même si ça se passe mal, même si ça fait partie. On sait que ça fait partie du jeu. Merci pour ça, merci pour ci, et puis voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le savoir se remettre en question. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes, même pas dans le foot, etc., tout va très vite, mais le savoir se remettre en question, c'est vrai que c'est une très belle image. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un éternel recommencement, et surtout en tant que sportif, dans tous les sports. Le sport est toujours meilleur que toi, toujours moins bon que toi. Et comme dans la société, en fait. Comme dans la société, il y en a un qui va arriver, qui va être très bon pendant 2 ans. Dans le foot, il va prendre ta place. Dans le monde de l'entreprise, il va découvrir, il va inventer quelque chose que toi tu n'as pas inventé. C'est clair. Voilà, et justement dans ce cadre-là, donc dans la gestion des égos, etc., il y a un rôle dans le football qui est très important, c'est le rôle de capitaine. Tu l'as été quelques fois capitaine. Ah oui, beaucoup de fois. Ouais. Voilà. Déjà, tu vas nous raconter à quel moment tu as été capitaine et d'après toi, quelle est ta vision de cette responsabilité? Alors, quel moment dès que je suis arrivé, très jeune à Cailloux, quand je suis arrivé à l'OL aussi, l'OL un petit peu, en fait je suis un peu de partout, je suis parti un peu de partout, même en équipe de France, c'était Guida Fofana qui était capitaine, mais j'étais le numéro 2 avec Gilles Sounou, donc je crois que pareil, j'ai encore ces brassards chez les parents. Je les ai gardés. Ouais, tu en les gardais, les 5 brassards, ils sont dans ma chambre que j'avais à l'époque chez mes parents, je les ai gardés, ouais. En Écosse, t'as connu ça, non, brassard? En Écosse, non, j'ai pas connu en Écosse, parce que c'était, là-bas, il y avait 2-3 joueurs qui étaient, des joueurs du club, des joueurs du club anglo-saxon écossais, et c'était, très compliqué, où il fallait vraiment s'imposer de il faut se dire que les Rangers, c'est quand même le club, l'un des 2 clubs écossais. C'est comme être capitaine au Real. C'est clair. Ce que je veux dire, c'est bien sûr. Il faut être espagnol, un enfant du club. Faut être ici, quoi. Il faut vraiment être, faut être la star. Bon, en dehors du terrain, bon sur le terrain, Puis après, à Chasselet, quand je suis arrivé, c'était Daniel Jacquard qui était capitaine, et puis j'ai pris le capitanat avec Chris. Et à Limonest, quand je suis arrivé, oui, Chris, du coup, policier, avec le coach. Mon coach, c'est pour ça. Tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure. L'anecdote est folle, c'est que j'ai joué avec lui en 2008, mon seul match en pro. On a fait la doublette, et puis 11 ans plus tard, c'est devenu mon coach. Et il t'a mis capitaine. Et il m'a mis tout de suite capitaine. Beau. Et après à Limonest, quand je suis arrivé, bon capitaine. Et puis donc voilà, ça fait partie un peu de mon. Mais c'est pareil, je l'ai pris parce que en fait, comme j'expliquais, nous on se voit pas en fait.
D'être humain, on se voit pas. On sait pas comment on est. Et c'est en dehors qu'on t'explique un peu comment tu peux être, etc. Tes points forts, tes points faibles dans la vie de tous les jours, sur un terrain, etc. Et moi, je le prenais pour, en fait, aider l'équipe, aider les autres. C'était pas pour me mettre en avant. Donc ta vision, toi, c'est pas de mettre en avant, c'est pas dire j'ai été capitaine ce soir. Non, pas du tout. C'est plutôt être capable d'emmener dans ton sillage. Là, on en parle parce que tu m'as posé la question. Mais sinon, je t'en aurais pas parlé. parlé Spontanément. Ouais, ça n'en pas parlé. Mais par contre, c'est un réel plaisir. On me donne parce que c'est une responsabilité. Et moi, je la prends volontiers parce que c'est une responsabilité. C'est des choses. Il faut être performant déjà sportivement, et il faut être au quotidien irréprochable. Bien sûr. Et quand t'es capitaine, faut être irréprochable aux séances, sur les terrains, en dehors, par rapport à l'image du club que tu et aussi dans les vestiaires, parce que ils vont être plus capitaines entre guillemets techniques. Il y en a ils vont être plus capitaines dans les vestiaires. Il y en a ils vont être plus capitaines sur la durée de la semaine. Ouais. Moi-même, il y a plusieurs styles de capitaine. Plusieurs styles. Moi, même si des fois on va un peu moins jouer. C'est pas pour ça que moi la semaine je vais toujours être là, je vais toujours encourager le collègue, je veux toujours que la séance en fait elle ait une tenue correcte. Bon, mon Seb, tu le sais, et pour une fois tu vas aborder quelque chose que nous on ne sait pas. Alors pour vous le sachiez, dans les interviews les gars du foot, on a à chaque fois une question libre. Dire en fait là on va laisser une minute où il en prendra plus s'il le souhaite à Seb pour qu'il aborde le thème qu'il souhaite. La tribune libre de Sébastien Favre. Exactement. Sur nos fiches, c'est marqué tribune libre. On ne sait pas ce qu'il va aborder et c'est maintenant. Vas-y, on sait. Je vais aborder parce qu'on y arrive bientôt. La fameuse Coupe du Monde qui va se dérouler en juin et juillet. Parce qu'on peut aborder quelque chose qui fait pas peut-être partie du sportif, mais je pense que là on a vraiment, en tant que Français, bien sûr. Je pense qu'on a vraiment une grosse équipe pour aller chercher cette 3e étoile. Oui. Et je pense, alors même qu'on se rend pas compte de l'équipe qu'on peut avoir, surtout offensivement, sans occulter les défenseurs, parce que j'en suis un, je suis un fervent défenseur des défenseurs. Mais je pense que je sais pas si une équipe a déjà eu une attaque aussi incroyable et aussi folle, et ça nous l'a prouvé encore ces dernières semaines avec les matchs du Bayern. Les matchs du PSG et puis sans oublier bien sûr Kylian Mbappé. Donc je vais aborder ce sujet-là parce que c'est une des premières aussi compétitions à 48. Donc ça va être une nouvelle formule que même nous les suiveurs on n'est pas habitués. Dans un pays où c'est quand même 3 pays différents et c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup d'attentes sur ce 3 pays, t'as raison, c'est Canada, Mexique et forcément États-Unis. Et surtout, comme je dis, en tant que Français et supporters, on espère tous ramener cette 3e étoile, et je pense que si ça se goupille bien, si les offensifs nous font plaisir, on peut vraiment vivre quelque chose de beau. Et la dernière de Dédé. La dernière de Dédé. Il y a plein de signes. Et ça ferait quand même sur les 3 dernières Coupes du Monde, j'ai pas de la gagner, mais on espère tous, mais de faire victoire finale et puis voir, alors on espère encore victoire au final, ce serait quand même quelque chose de beau. Et avec un Lyonnais dans le groupe ou pas, tu penses? Parce que tu penses un Tolisso, ça. Moi, je pense que c'est possible. Peut-être Moi, je pense que de dernière minute, c'est probable. Encore les derniers matchs il a l'expérience du club. Coco Tolisso nous a fait. Il connaît tout le monde là-bas. Il connaît le staff. Il connaît beaucoup de joueurs. Et je pense que c'est possible. Ça serait dommage pour lui qu'il y aille pas sur la saison qu'il fait. Ouais. Ok. Donc toi, t'es très optimiste pour cette Coupe du Monde. Moi, je suis très optimiste. Ouais. Et ça tombe bien que tu parles de la Coupe du Monde. Parce que du coup sur les gars du foot on va suivre toute la compétition, du coup on va faire les débriefs de match, les analyses des autres pays mais surtout de la France, donc ouais c'est une bonne transition. C'est vrai. Alors on vous promet que c'était pas prévu. c'est vrai. Mais si vous voulez vraiment suivre la Coupe du Monde, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important déjà parce que vous aurez d'autres interviews comme cela. Et on espère qu'elle vous a plu. En tout cas nous on trouve que le parcours de Seb était incroyable. Il est incroyable. On est très satisfait de cette interview-là. Également, si vous voulez du coup suivre la Coupe du Monde, comme le disait Vivien, débrief de match, analyse des listes. Ça a déjà commencé sur la chaîne. Vous l'avez vu, on a donné notre liste. Analyse de la Coupe du Monde en général, de tous les enjeux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. On va vivre cette Coupe du Monde tous ensemble. 100% tous ensemble, donc abonnez-vous. Donc on vous remercie. Merci à toi, Seth, d'être venu pour cette interview. Merci de nous avoir partagé ton parcours. Merci d'être autant ouvert.
tous ces détails. Tu nous as fait frissonner. Ouais, à un certain moment, On avait l'impression d'y être. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci forcément aussi à l'hôtel. On remercie l'hôtel Copster du groupe Stadium Lyon donc de nous avoir accueillis dans ce bel endroit. Pour une première interview, c'est génial de pouvoir avoir fait ça ici. Donc merci à eux et voilà. Et surtout, donc, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, comme vous le savez, sur la Coupe du Monde et d'autres interviews. N'hésitez pas à regarder aussi notre contenu short et réel, où on vous présente notamment en ce moment le nom de tous les stades des 5 grands championnats. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, c'est très important pour pouvoir nous suivre, ne manquer aucune vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Allez, à bientôt, salut. Au revoir. Ciao.